Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis très fier d'avoir avec moi, Sylvain Perronnet, donc qui est, très connu dans le domaine du référencement et qui est, notamment, surnommé, je crois, tu confirmeras, le professeur SEO ou le professeur référencement. Alors peut-être par, son côté, très pédagogique, mais aussi, certainement par son historique, que tu vas nous rappeler un petit peu aujourd'hui. Et puis surtout, moi, ce que j'apprécie énormément chez Sylvain, c'est ce côté, je dirais algorithmique, méthodique. Donc, rien n'est dit par hasard, chez Sylvain. Tout est basé sur, de l'expérience, des choses qui ont été, mises en place de manière empirique et puis tout est basé sur de l'algorithme, de l'intelligence artificielle et cetera et cetera. Donc, c'est vraiment une approche du SEO, j'ai tendance à dire mathématique, que j'apprécie beaucoup. Moi qui ai aussi un petit background de scientifique et donc, voilà, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, aujourd'hui avec moi, Sylvain. Et beh, écoute, je te laisse, un petit peu la main pour te représenter et me dire si j'ai pas trop dit de bêtises. Bonjour Christophe et bonjour tout le monde. Merci d'abord de ton accueil. Oui, alors, oui, elle, professeur, comme dit exactement Laurent Bourrelli, en fait, puisque c'est lui qui m'a affublé un petit peu de ce surnom qui a pris naturellement, comme à chaque fois qu'il donne un nom. Euh, oui, donc pour me présenter rapidement, moi j'ai un parcours un petit peu différent de la plupart des gens qui gravitent dans le milieu du référencement, puisque j'ai été universitaire pendant très longtemps. J'ai donc eu un poste de maître de conférence, professeur des universités. J'ai dirigé une équipe de recherche en algorithmique, grosso modo jusqu'en 2014, au laboratoire d'informatique de la fac de Caen, qui s'appelle le GREC. Et j'ai quitté mon poste donc en septembre 2014 pour monter une petite structure qui s'appelle les X-Lab, très familiale. On est quatre, mon frère, ma sœur et Thomas, avec qui je travaille depuis maintenant plus de 10 ans, même beaucoup plus que ça, peut-être 15 ans. Et on a plusieurs activités, grosso modo, dans cette petite boîte. On se voit comme un labo de R&D, hein, donc c'est vraiment notre principe. On fait des algos. Alors, d'abord, on met de la presta pour les gens, on fait de la formation, c'est pour ça qu'on est assez connu. Mais pour nous, l'objectif, c'est aussi de payer notre temps de recherche finalement et d'essayer de créer des nouveaux algos pour contribuer à différentes choses. Je crois qu'on est surtout connu pour les algos qu'on fait pour le SEO, naturellement le web marketing, et qui ont été mis en place dans certains outils particuliers. Mais grosso modo, on fait aussi d'autres choses, hein, par ailleurs, du machine learning pour. En ce moment, je travaille sur des choses qui ont trait au médical, par exemple, etc. Enfin voilà, il y a différents sujets qui nous intéressent. C'est pas ceux forcément dont on va parler aujourd'hui, mais Ouais, voilà, c'est intéressant. Donc ouais, on est quelque tu chose du vous multicam. vous bossez, en dehors du SEO sur d'autres choses, vous avez Tout à fait. d'autres branches dans vos, OK, c'est chouette, ça je savais pas, tu vois? Pour le coup, Oui, je oui, si, découvre si, en ça fait, aujourd'hui. voilà. Mais Ah, c'est c'est chouette. pas, c'est peu connu dans le milieu du référencement. Voilà. Ouais, tout à fait. Bah, c'est bien qu'on en parle, ça nous apprend des choses. Et puis alors, rappelle-moi un petit peu si je dis des bêtises, je crois que tu as aussi bossé, alors pour le coup, dans un moteur de recherche, enfin chez un moteur de recherche, si je dis pas de Oui, bêtises, ou tout à peut-être même fait. que tu y travailles encore, je sais plus pour le Ah coup. non, je suis D'accord. parti depuis un certain temps. Effectivement, j'ai travaillé assez longtemps pour Quant. J'ai été pendant longtemps prestataire, en fait. Euh, donc, on travaillait pour Quant à différents aspects algo pour aider, etc. Aussi pour aider les équipes qui n'étaient pas à profil algo à un peu progresser sur les nouveaux arrivants, notamment quand ils ont monté l'équipe parisienne. Et j'ai été après salarié directeur scientifique pendant presque 2 ans, je pense peut-être un peu plus, à la faveur d'une levée de fonds. Je suis parti il y a maintenant un certain temps, puisque je suis parti depuis, ça doit faire un an que je suis parti à peu près. Je pense, enfin officiellement un peu moins, mais en pratique avec le jeu des préavis, etc., Mmh. ça fait à peu près un an. D'accord. Et voilà, donc j'ai contribué à. Moi j'étais dans la branche recherche, donc pas forcément ce qui était mis en prod. Voilà. Puis après, en plus, je peux plus trop, j'ai plus trop le droit de parler de compte maintenant que je suis parti, donc voilà. Non, non, mais Mais c'était juste, beaucoup une de, parenthèse et puis non, aussi, non, une grosse partie de la R&D, en fait, il y a un GitHub de Quant Research où on mmh peut mh. voir un petit peu les travaux qui ont été faits. Il y a un certain nombre d'articles scientifiques qui ont été faits, notamment sur le moteur de recherche image, avec des méthodes basées sur le deep learning pour comprendre de l'image, voilà, qui est un de mes dada. Mmh. Et voilà, et donc je suis parti il y a un certain temps. Ceci étant, dans la question que tu as posée, je pense qu'il y a un but un petit peu caché, qui est de savoir si je connais un moteur de recherche. La réponse est oui, plus du côté d'ailleurs de ceux qui créent les moteurs de recherche à l'origine que de l'autre côté, puisque dès 2010, c'était le sujet des travaux qu'on faisait avec Thomas, les algos anti-spam pour les moteurs de recherche.
C'était bien avant qu'on manque à XLab, c'était 4 ans avant. OK. Bah, en effet, c'était l'idée derrière ma question, puisque, moi, je trouve que finalement et même dans le monde des SEO et puis encore plus si tu l'élargis à monsieur et madame tout le monde, les gens ne savent pas comment ça fonctionne un moteur de recherche et c'est vrai que c'est une grosse boîte noire. On pose une question, ça donne une réponse, mais comment ça marche derrière? Comment les sites sont classés? Et voilà, moi je trouve même, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve même que dans le monde des SEO, finalement, la connaissance du fonctionnement d'un moteur est pas très, pas si développée que ça, alors que, bah, dans le principe, si on veut bien se positionner, il faut quand même savoir comment ça marche. Mmh. Alors c'est vrai que, en fait, c'est un constat que nous on a fait quand on a monté les XLab et on avait commencé un petit peu avant. C'est pour ça qu'on a créé la formation, masterclass d'ailleurs à l'origine. C'est qu'on se rendait compte que assez étonnamment, nos copains avec qui on buvait un coup, aux pauses des conférences SEO n'étaient pas forcément au taquet sur absolument tous les sujets algorithmique dans le moteur de recherche. Alors, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire du SEO, hein, c'est toujours pareil, on peut avoir une compréhension extrêmement intuitive des Tout à choses fait. Mmh. et réussir à faire des choses, et certains s'en Et sortent puis pas très bien, mais empirique c'est vrai que aussi, c'est hein, à force de ouais, tester, tu vois aussi ce tout à fait, qui ouais. répond pas, donc tout à fait. Mmh. Voilà. Et par contre, c'est vrai que même d'un point de vue intellectuel, moi je trouve toujours ça plus satisfaisant de savoir quels sont les objets sur lesquels on bosse. Et donc c'est pour ça qu'on s'était lancé là-dedans. Et c'est toujours une surprise encore maintenant hein, de voir que même dans les SEO plus jeunes qui arrivent, qui maintenant il y a des cours de SEO, etc., ce qui n'était pas le cas quand on Mmh. était plus jeunes nous-mêmes, Mmh. on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont méconnues. Alors, je pense qu'on va aborder 2 ou 3 points un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on voit sur la définition de la popularité avec le PageRank, sur la définition même des objets sémantiques et tout, les gens ne sont pas toujours au point, et même plus globalement d'ailleurs sur autant ces algos-là qui sont des micro-signaux sont bien compris, autant des fois c'est le schéma d'ensemble qui est moins bien compris Mmh. par exemple. Parce que c'est bien beau de dire le moteur il fait de la popularité, il fait de la sémantique. C'est un peu comme de dire dans une voiture il y a une roue, un volant, etc. Mais à un moment donné, il faut que tout marche ensemble, en fait. Et les gens ne sont pas forcément au point sur comment ça fonctionne. Ça, et donc, ça, enfin, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'étonne. Les gens, dès qu'on leur explique, ils comprennent, hein, il n'y a rien Mmh. de sorcier, c'est pas le bout du monde. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose qui est lacunaire chez les SEO. Voilà, on va le dire comme ça. Bon alors dis-moi, on va profiter de ton côté, professeur pour, se dire, bah, qu'est-ce que c'est quoi un moteur de recherche? Est-ce que c'est la jungle comme, derrière toi en ce moment? Est-ce que c'est un peu structuré? Explique-moi un petit peu, c'est quoi un moteur de recherche? Ah oui, c'est un petit peu la jungle, de fait, dans son infrastructure. Il y a plusieurs visions hein, pour savoir comment définir un moteur de recherche. Et la première, c'est la vision fonctionnelle, c'est ce que les gens voient du moteur. Alors, il y a toutes sortes de verticales sur le moteur, les news, etc. Mais moi, je vais parler que du search, hein, là, dans les trucs. Donc, comment on fabrique les résultats organiques. On pourra parler du reste si tu veux, mais enfin, bon, le cœur du métier du moteur, c'est d'abord les résultats organiques. Et d'un point de vue fonctionnel, ce que les gens connaissent, c'est je tape une requête, ça m'envoie une réponse. Et on ne se rend pas compte que déjà, rien qu'à ce niveau-là, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. On tape une requête, mais en fait, le moteur, il va utiliser autre chose que la requête qu'on a tapée, parce qu'il va la retravailler pour fournir une réponse. Et puis après, Ça le c'est moteur, ouais, ça c'est très intéressant. Alors excuse-moi de te couper et peut-être je sais pas si tu veux qu'on rentre un petit peu dans certains détails ou si tu veux expliquer d'autres choses plus après. Mais c'est vrai que moi, c'est un des trucs que je trouve qui est très méconnu, c'est cette interprétation que fait le moteur de la recherche. En fait, il cherche pas en fonction de ce que tu as tapé, mais déjà d'une interprétation qu'il en fait lui, quoi. tout à fait. En fait, le moteur, son objectif, c'est pas de bien répondre à une requête textuelle, c'est de répondre à ce qu'on appelle le besoin informationnel. En fait, le besoin informationnel, c'est ce qu'on a dans la tête et qu'on ne sait pas forcément exprimer. Alors, il y a plein d'exemples, hein, mais par exemple, quand on fait du bricolage et qu'on cherche un outil pour faire quelque chose, on ne connaît pas le nom de l'outil, on va taper des périphrases dans le moteur de recherche, et il doit comprendre que la périphrase, c'est une demande pour, je sais pas, un perforateur, un marteau-piqueur, oui, que sais-je, hein, voilà, moi je ne suis pas dans le BTP. Hein. Et donc, le moteur, ce qu'il doit, c'est comprendre à partir de, même si on se trompe dans ce qu'on exprime, en fait, il doit le comprendre. Alors, il y a des algos qui existent, hein, et en fait, c'est assez amusant parce que le premier algo de machine learning jamais mis en prod quelque part, c'est dans les années 70 en recherche d'information, c'est un algo qu'on appelle l'algo de Rocchio, et qui est là pour transformer une requête textuelle en un vecteur qui correspond au texte qu'on aurait tapé si on avait su exprimer son besoin. Donc, plutôt que de prendre le vecteur qu'on tape, il le Mmh. modifie pour fournir autre chose. Alors, comment il fait pour trouver ça, d'ailleurs? C'est assez intéressant parce que ça dit tout de ce qu'est un moteur de recherche au final, c'est qu'il utilise l'information donnée par d'autres êtres humains. Mmh.
Moteurs de recherche, ce n'est pas des algos qui sont tout seuls dans l'espace, hein. C'est des algos qui travaillent main dans la main avec des êtres humains. Alors, main dans la main, on ne s'en rend pas compte quand on est en interaction avec le moteur, sauf quand les rares fois où il nous pose des questions explicites, hein. Ça arrive dans Google où il dit que pensez-vous des résultats. Certaines personnes ont peut-être déjà vu, hein. Ça arrive très rarement, mais des fois Mmh. ça apparaît. D'accord. Moi, j'ai Ah, vu une je l'ai seule fois jamais en vu, 10 moi. ans, hein. Ouais. D'accord. Voilà, donc, mais ça peut arriver. Et donc, voilà, c'est en monitorant le comportement humain. Et en fait, d'ailleurs, il y a un nom technique, hein, pour ça. Un moteur de recherche, ce n'est pas des algos, c'est ce qu'on appelle un mécanisme. Et un mécanisme, c'est quoi? C'est la relation entre l'être humain et l'algorithme qui évolue main dans la main. Notamment, le moteur de recherche, c'est un cas très particulier, puisque en informatique, c'est des algorithmes dont la qualité des résultats ne peuvent être évalués que par rapport à des êtres humains qui peuvent avoir un avis qui est différent de l'un à l'autre, qui peut changer dans le temps, etc. Qu'en fait, il n'y a pas d'absolu dans ce qu'est la bonne réponse d'un moteur de recherche, puisqu'elle dépend de ce que les êtres humains pensent. Alors, c'est un nom, OK, ça s'appelle un mécanisme. ouais, c'est super intéressant. Ça, c'est une vision, qu'on n'a pas souvent finalement du moteur de recherche, ce Non. côté humain. Ouais. J'aime beaucoup cette vision et je pose un peu les questions bêtes et je vais peut-être dire des bêtises, mais est-ce que, la notion de quality raters a une importance dans ce côté être humain? Est-ce que ça a un rapport à ça ou pas du tout? Ah oui, alors si, C'est en ça? fait, il y a plusieurs manières pour mesurer la qualité. On peut demander explicitement à des gens de le faire. C'est ce qu'on appelle du quality rating. D'accord, ouais. Et c'est souvent comme ça un moteur de recherche qui apparaît soudainement, bah, lui, il n'a pas encore d'historique de comportement avec les utilisateurs, donc il est obligé de faire appel à du quality rating. Ça coûte d'ailleurs très très cher, hein. C'est une vraie barrière à l'entrée, hein, ça. Et puis, pour calibrer certains algos, notamment d'anti-spam, etc., il faut du quality rating explicite parce qu'il faut des gens dont on sait qu'ils ne vont pas tricher quand on regarde ce qu'ils font. Et pour ça, il vaut mieux des gens qu'on connaît et qu'on paye que des gens qui sont sur le web. Puis après, il y a une mesure de la qualité dite implicite, où là, c'est en regardant comment les gens se comportent au niveau de la SERP, OK. où ils cliquent pas, etc., que là, on va essayer de comprendre la qualité. Donc, les gens sont des quality raters, mais sans le savoir, en fait. Ouais, tout à fait. Généralement, quand on utilise le moteur, on travaille aussi pour le moteur en même temps, puisque on travaille pour la communauté pour améliorer les résultats. Et OK. donc ça, c'est vraiment la vision macro du moteur. Puis après, bien sûr, le moteur, d'un point de vue infrastructure, c'est beaucoup de tâches qui sont toutes séparées les unes des autres, ou des fois intégrées les unes aux autres si ça fait un sens économique et technique. Mais et là, c'est la jungle réellement comme derrière moi. Bon, ouais, c'est un fond vert, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est la jungle comme derrière moi, mais parce qu'on va avoir plein de briques, et c'est l'interaction des briques qui fabrique le comportement du moteur. Après, la plupart des briques sont synchronisées par un certain nombre d'algos. Notamment, il y a un algo qui est très peu connu des SEO qui s'appelle le Learning to Rank, qui est celui qui pondère les signaux entre eux, par exemple. Et cet algo, c'est lui qui finalement crée le classement. En fait, on s'en aperçoit parce qu'en formation, on explique aux gens cet algo depuis quelques mois, quelques années maintenant, et on se rend compte que les gens ne savent même pas qu'il existe, par exemple. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est lui qui littéralement décide du classement. Mmh. OK. Et donc ça, c'est le premier algo vraiment frontal que les gens ont, et c'est lui qui décide que la popularité est plus importante que la sémantique ou pas, etc., etc. Donc là, du coup, l'algo vient de décider en fonction de la requête, en fonction de l'intention, comment c'est quoi à peu Oui, près alors qui se c'est passe derrière tout d'un ça? point de vue vraiment macro, comment fonctionne l'algo. Moi, je donne toujours un exemple, c'est celui du conseil de classe où on a eu des notes toute l'année, et puis à la fin, il y a le proviseur qui doit décider si on, je sais pas, prof principal, j'en sais rien, Mmh. qui doit décider si on passe, et donc il fait une moyenne pondérée des notes en disant bah, les maths, ça vaut plus que le Mmh. sport, qui vaut plus que, qui vaut moins, etc. Et donc ces coefficients, c'est ça qui apprend le learning to rank, et il apprend ça par des blocs de requêtes qui sont similaires, donc un croisement entre la thématique et l'intention. Et c'est assez intéressant parce que, par exemple, c'est un exemple que je donne tout le temps, donc je vais faire de l'aparté pour le donner, parce qu'il est très parlant, notamment pour les gens qui font du e-commerce. C'est un point qui est ultra important. C'est par exemple, est-ce que la duplication des contenus, c'est quelque chose qui est grave ou qui n'est pas grave? Si on me pose la question dans l'absolu, ma réponse c'est ça dépend. Si quelqu'un me dit que je suis e-commerçant, les gens viennent chez moi avec des requêtes type machine à café pas trop cher, meilleur prix pour une machine à café, je lui dis c'est pas très grave. Si quelqu'un me dit je vends des tutos pour expliquer comment détartrer des machines à café, là je lui dis c'est beaucoup plus important ce signal. Alors pourquoi? Parce que le moteur il apprend en observant les gens que quelqu'un qui fait une intention d'achat, ce qu'il veut c'est comparer Mmh. des places de marché entre elles pour trouver le meilleur prix finalement pour un produit. Donc la duplication de fiches de produits est un service qu'on rend à l'internaute dans ce cas-là. Puisque comment on peut comparer? Uniquement parce que c'est les mêmes fiches. Par contre, si on est sur une intention pas Mmh. directement de comparaison d'achat, par exemple, quelle est la meilleure machine pour faire, je ne sais pas moi, un macchiato, dans ce cas-là,
la duplication de contenu, ça va être un signal négatif. Pourquoi? Parce que les meilleures explications sont statistiquement celles qui sont les plus longues, les mieux écrites, etc. et a priori les plus uniques. Et donc, dans un cas, le signal est important et il est Mmh. négatif. Dans l'autre cas, le signal n'a aucune importance. Il n'est pas positif, mais il n'a aucune importance. Et ça, Ouais, les c'est gens ne s'en rendent pas compte parce que dans la même thématique machine à café, selon les requêtes qu'on vise au niveau des internautes clients, eh ben, on n'a pas le même système de classement qui est mis en place. Et donc, c'est assez ouais. amusant parce que des fois, les SEO discutent entre eux et se donnent des conseils, mais si on n'est pas dans dans la même catégorie thématique intention que ses petits camarades, en fait, les conseils qu'on donne sont peut-être faux. Ouais, tout à fait. Voilà. Oui, c'est ça, c'est le alors, c'est vrai que moi enfin, des fois j'appelle ça des filtres, c'est un mauvais, c'est une mauvaise façon de l'expliquer, mais pour mes clients, des fois je le dis comme ça. C'est vrai que finalement les règles sont pas les mêmes, en fonction de ce que Mm, tu fais, les règles sont pas les mêmes, quoi. Donc il y a c'est ça. différentes branches. Alors je sais pas comment on pourrait appeler ça d'un point de vue algorithmique, mais OK, Des c'est ça, branches, c'est le c'est terme, hein. branche, ouais. Donc ça, C'est c'est littéralement vrai, le terme. Ouais. bah, oui, ça paraît, logique. Ouais, c'est très, très intéressant ça. Donc du coup, et puis, alors ça, un truc à noter donc notamment pour mes clients et les commerçants qui nous regardent, c'est le côté de voilà, contenu dupliqué finalement est moins pénalisant, et voire pas pénalisant si tu es sur de la fiche produit pur. Par contre, dès que tu vas sur du conseil, là, il faut retrouver cette, unicité et cette, valeur ajoutée sur le conseil. OK, Et donc, c'est de cool ça. fait, hein, la préco, elle est plus compliquée que oui ou non, parce que généralement, les gens, ce qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir une partie de leur site qui va être sur du conseil, une partie sur de la vente, etc. Donc, Et oui, bien entendu, la stratégie, elle n'est pas aussi simple que bah, je duplique ou je duplique pas. ça se saurait. Voilà, c'est ça. OK, et donc, alors tous ces, enfin ces moteurs de recherche du coup, donc on a à peu près là tu m'as dit un petit peu, donc ils allaient, bon gérer des intentions, des thématiques et Mhm. donc ces robots ils viennent découvrir les sites. Comment ça marche en fait ça? Alors, Ils donc, le découvrent principe par de hasard les découverte. sites, comment ça fonctionne? Alors, en passant par hasard, alors il y a du hasard Parce que moi et le j'ai crawler. des copains qui attendent toujours que Google passe chez eux au bout de 3 mois et qui me disent: «Je comprends Ah, pas, si, mon site est pas référencé». Je dis: «Ah, va peut-être faire quelque chose». il va falloir faire quelque chose. Ouais. Non, le principe, c'est le suivant, c'est que le moteur, il a une préconnaissance d'un certain nombre de sites sur le web. En plus, maintenant, il y a quand même sacrément de l'historique. Et il y a ce qu'on appelle des politiques de crawl. Donc, alors, on parle du Googlebot ou du crawler, mais il faut voir qu'en vérité, c'est un terme qui est... Alors, il a un sens sans en avoir, hein, parce que c'est pas un agent logiciel qui va crawler tout le web, hein. Il y a des milliards d'instances du crawler qui passent en permanence et qui, en fait, simultanément vont crawler un petit peu partout. Après, qu'est-ce qui fait que le bot passe sur son site plus ou moins souvent ou passe tout simplement? C'est ce qu'on appelle la politique de crawl qui est dépendante de beaucoup de choses. Elle est dépendante de facteurs qui sont très compréhensibles par les SEO, hein. Plus un site est populaire, plus un site a de pages, plus un site a lien vers lui, plus statistiquement il va avoir de chances d'être visité, plus un site est modifié souvent, plus il va avoir de chances d'être visité. Si un site est dans Google News, il va être visité plusieurs centaines de fois par heure, etc. etc. Donc Mmh. ça, c'est des paramètres qu'on comprend parfaitement. Puis après, il y a des paramètres qui sont un peu plus compliqués parce que, par exemple, si dans les politiques de crawl standard, c'est si on repère, alors on fait ce qu'on appelle du pêche-rank inverse, si on repère qu'un site web est ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire qu'il a tendance à reverser beaucoup de popularité partout, c'est-à-dire il pointe vers des endroits très diversifiés du web, en fait, il est crawlé plus souvent parce qu'une modification chez lui indique souvent des modifications partout, en vérité. Et donc, on a tendance à aller le crawler plus souvent quand on a un crawler. Pourquoi? Parce qu'il donne en une visite, j'ai plus d'informations chez lui que chez d'autres personnes. Et donc, ça fait partie des critères qui sont moins connus au niveau Mmh. Tout à fait, ouais. du SEO parce qu'en fait, on ne peut pas les maîtriser parce qu'aucun SEO n'est capable de savoir en fait où Mmh. s'arrête l'impact des gains qu'il fait, etc. Au-delà de la distance de je pointe vers un tel ou pas. Et puis après, il y a des critères qui sont là beaucoup, beaucoup plus techniques. Par exemple, nous, c'est les problématiques qu'on a en faisant un outil comme Babar, c'est que dans les méthodes modernes de calcul de popularité, donc le PageRank, on ne peut plus le faire comme avant avec un calcul qui était fait une fois tous les mois, avec une grosse machine, etc., ce qu'on appelait la période de la Google Dance dans les années 2000. Mmh. Et donc, c'est fait en continu au crawl. Donc, le crawl est aussi fabriqué pour qu'il permette de calculer en temps réel les métriques de popularité des pages. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on visite le web, parce qu'il y a des moments où on a des contraintes où il faut aller visiter certaines pages, parce qu'on a besoin de l'information de ces pages pour mesurer la popularité d'autres pages.
Et donc, le crawl est aussi dirigé selon ce type de choses. Et donc, il y a des paramètres qui sont à la fois uniquement SEO, et donc les SEO ont la main pour améliorer l'indexation de leur site, et puis il y a des paramètres qui sont très techniques. Après, si on a un site qui est bien inséré dans le web, qui a du linking comme il faut, etc., on ne se rend pas compte de l'impact de ces paramètres techniques, généralement. Mais on peut s'en rendre compte quand on est sur un site qui, par exemple, se suffit à lui-même, qui est dans son coin, qui a du linking, mais sur un réseau qui est lui-même assez étanche, par exemple, on ne cède pas en faisant ça. Voilà. On peut se créer de la popularité, donc quand le moteur passe, il valorise le site. Par contre, il passera moins souvent parce qu'il y a ces problématiques. Après, c'est assez facile de savoir si on a des problématiques c'est ce qu'on appelle la problématique du quota de crawl, mais combien de fois le moteur vient, etc. Quand on regarde ces logs, le moteur, chaque fois qu'il fait une session de crawl, il est obligé d'accéder au robot TXT. Et donc, compter le nombre d'accès du bot au robot TXT, ça donne le nombre de sessions de crawl. Donc, si on divise par le nombre de pages que le bot a vu sur une période, si on divise le nombre de pages par le nombre de robots TXT qui ont été accédés, il faut savoir combien le bot voit de pages à chaque fois qu'il vient, par exemple. Puis on peut se rendre compte de est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, est-ce que ça baisse, est-ce que ça augmente. Ça donne des indices un petit peu sur la santé en termes de crawl de son site. Mais c'est une problématique qui est difficile parce que la plupart des gens n'ont aucun problème. Et quand on commence à avoir des problèmes de ce type-là, c'est souvent très compliqué à résoudre. Ou alors, c'est qu'on a oublié d'ouvrir le robot TXT à tout le monde et qu'on interdit au bot de venir. Mais ça, c'est plus facile à régler une fois qu'on on le s'en rend retrouve compte. plus facilement. Ouais. Ou qu'il n'y en a tout simplement pas aussi, hein, malheureusement. Ça arrive assez souvent. Ok. Alors, attends, je vais dire un truc quand même sur le crawl qui est important. Ouais. C'est que c'est au moment du crawl que le moteur décide de la chaîne de traitement algorithmique qu'il va appliquer sur un site. Ok. En fait, le moteur n'applique pas tous ses algos sur tous les sites. Ouais, tout à fait. Par exemple, les algos anti-spam n'ont aucune raison d'être appliqués sur tout le monde. Et donc, ce que fait le moteur, c'est que s'il s'aperçoit que, je ne sais pas moi, quelqu'un, c'est un site en point .edu, en fait, il va mettre le site dans une chaîne de traitement plus light parce que les points .edu, il n'y a pas de spam, par exemple, quasiment pas. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour vérifier s'il y a du spam. Par contre, si quelqu'un a un point .biz ou un point .info, pas tout à fait pareil. Et donc, voilà. Et, par exemple, le choix du TLD a une implication sur la chaîne de traitement algorithmique. Ce n'est pas un signal de ranking, mais ça fait que le moteur va mettre plus ou moins d'algo de contrôle, sachant que chaque algo de contrôle peut se tromper et pénaliser un site par erreur. Et donc, c'est donc plus dangereux, par exemple, d'avoir certains TLD que d'autres. Et ça, c'est important parce que c'est au moment du crawl que ça se fait. Oui, tout à fait. Ouais, intéressant. Alors, dans tes explications, là, tu as fait quand même plusieurs fois que tu me parles de PageRank. Je croyais que ça existait plus. Ça. Moi, le PageRank, tu sais, c'est plus affiché en haut dans notre barre d'outils, là. Donc, je sais pas, c'est bizarre cette histoire-là. Allez, on va faire tomber un peu les fausses rumeurs quand même. Hein, Ouais. Alors, en fait, le PageRank, donc l'algo historique de Google, créé en 1998, il a été pendant longtemps un argument marketing du moteur dans un écosystème où tous les moteurs étaient à peu près au coude à coude à ce moment-là. Les gens qui étaient dans le référencement à cette époque peuvent s'en souvenir. Et donc, Google annonçait le PageRank avec sa petite barre verte, une valeur entre 1 et 10, qui était des classes d'équivalence de la valeur réelle du PageRank qui vont entre 0 et 1. Et donc, grosso modo, c'était calibré pour que PageRank 10, ce soit un nombre constant de sites, grosso modo une quinzaine. Je sais pas, Facebook, Google, Adobe, Apple, la NASA, voilà, les sites comme ça. Et puis après, 9, c'était une plus grosse partie, etc., jusqu'au PageRank 1, où c'était grosso modo n'importe qui était sur le web avait au moins 1. C'était vraiment une indication à très gros grain de la popularité. Et surtout, ça n'était remis à jour qu'une fois par mois en moyenne, ce qui donnait lieu à des beaux moments de discussion tous les mois et qui permettait aussi des stratégies SEO un petit peu audacieuses puisqu'il fallait bourriner au moment où le bot faisait le calcul. En fait, après, on pouvait se laisser vivre pendant un mois puis il fallait recommencer. Enfin bon, bref, c'est différent. Ça ressemble à la préhistoire, ça. On a l'impression que c'est tellement vieux, alors que c'est pas si vieux que ça, quoi. Oui, c'est il y a 20 ans, quoi. D'années, quoi. Ouais, même 20 ans. Ouais, un peu moins, ouais. Un peu moins, 15 ans. Ouais. Et donc, le PageRank, par contre, est toujours utilisé. Bien sûr, il a évolué. On est passé du modèle ce qu'on appelle le surfeur aléatoire au surfeur aléatoire raisonnable et thématique, c'est-à-dire que les liens, c'est ça qui véhicule la popularité. Ils n'ont pas le même pouvoir de transmission selon où ils se trouvent dans la page, et ils n'ont pas le même pouvoir de transmission de popularité selon la proximité thématique entre la page qui émet le lien et la page qui reçoit le lien.
Alors, je te coupe, tu as une analogie pour expliquer un peu cette histoire de surfeur aléatoire et de surfeur raisonnable que je trouve très bien et que moi, du coup, je réutilise, je me permets de le faire. Ou grosso modo, si je me rappelle bien, tu vas le expliquer mieux que moi, mais tu dis que tu envoies 100 visiteurs de manière aléatoire sur Internet, puis au bout d'un moment, tu vas voir où ils sont. C'est exactement ça. En fait, on envoie des cohortes de personnes aléatoires sur le web. Donc, quand je dis aléatoire, c'est vraiment, ils tirent les liens au hasard qui vont parcourir sur les pages et de temps en temps, ils décident de faire ce qu'on appelle une téléportation, c'est-à-dire qu'ils quittent la page qu'ils sont en train de lire pour aller lire une page prise au hasard sur le web. Et donc, quand on compte le nombre, enfin, quand on regarde les endroits où à tout moment où sont ces petits surfeurs aléatoires à tout moment et qu'on compte combien il y en a sur chaque page, en fait, c'est ça qu'on appelle le PageRank d'une page, grosso modo. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la popularité. Et, et le modèle de base des 98, c'est tous les liens se valent. Donc, le surfeur aléatoire, qu'un lien soit plein texte ou soit en footer, en fait, il a la même probabilité de le parcourir. Et c'est pour ça que les SEO ont mis en place des stratégies d'obfuscation, par exemple, assez lourdes pour les footers, les menus, etc. Mais en 2012, chez Google, ils ont passé un brevet où ils parlent du surfeur raisonnable. Et donc là, les liens qui sont plein texte commencent à avoir beaucoup plus de force que les autres. On ne sait pas combien de plus de force, mais c'est des facteurs multiplicatifs, c'est genre 100 fois plus fort, etc. Donc en fait, Ah les oui, liens footer, tout ça, c'est des choses que le moteur sait parfaitement reconnaître et qui ne véhiculent plus trop de popularité, sauf parce d'accord. que des fois, il y en a une quantité industrielle. Mais Ouais. par exemple, aujourd'hui, moi, quand des gens nous posent des questions pour du conseil SEO et qui disent est-ce qu'il faut que j'obfusque Mm. les liens de mon footer, je dis si tu ne l'as pas déjà fait et si tu n'as pas un truc qui le fait automatiquement, ça ne vaut pas le coup de s'emmerder, par exemple. Moi, je trouve. C'est de la Ouais, c'est un micro-optimisation. gros, c'est une Mais grosse discussion. Alors, c'est vrai que moi, je suis un petit peu dans le clan qui veulent. Enfin, j'ai pas trop envie de laisser de hasard non plus, et vu que je sais pas, comme tu le disais très bien, et peut-être c'est 100 fois moins, mais vu que je sais pas, moi j'ai tendance aussi à obfusquer mes méga menus, mes footers, et aussi surtout les méga menus qui font beaucoup trop de liens, mais ouais. aussi les footers. Donc, Autant ouais. sur les footers, je suis catégorique, autant sur les méga menus, je suis beaucoup moins catégorique parce que Mm. le méga menu, par contre, je vois bien un truc, c'est que ces modèles de surfeurs aléatoires raisonnables, etc., ils sont là pour comprendre le comportement de l'être humain. Et le méga menu, vu là où il est placé, il est utilisé par l'être humain. Mm. Et donc, pour le moteur, il a probablement plus de valeur, bien plus de valeur que le footer, par exemple. Et donc, sur le méga menu, il y a une discussion. En fait, on nous pose la question à chaque formation et toujours on dit c'est pas vraiment. Parce qu'on voit des cas où les gens offusquent un méga menu, ça ne change rien. D'autres où... Mm. Donc, on est un peu dans l'expectative par rapport à ça. Il faudrait faire des tests extrêmement intenses pour savoir ce qu'il en est. Mais après, pour ça, il faut aussi avoir des très très gros sites. Je ne vais pas le dire, mais il y a un Mm. e-commerçant français très connu Mm. qui a des méga menus, puis qui des fois les offusque, puis des fois pas, etc. Mm. Est-ce que ça modifie beaucoup leur présence dans les cercles? Je n'ai pas tellement l'impression, mais je ne sais pas comment dire voilà, là-dessus, je ne suis pas catégorique du tout. Je sais plus Et c'était puis quoi, après, c'est Discount, non, qui faisait même du clocking de méga, je crois, de mémoire, il me semble, non? peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un e-commerçant très connu. Je peux dire qu'il est dans le sud-ouest, comme ça, je rajoute encore une couche, mais je ne donnerai pas de nom. On ne Voilà. donnera pas de nom. Alors peut-être que c'est Discounter. Écoute, c'est toi qui le dis. Voilà. Peut-être. Je sais Et, pas. Moi, j'ai entendu des bruits à ce sujet-là. Alors je ne fais que répéter, hein. Je ne voilà. suis qu'un messager. Non, et puis après, le modèle a été enrichi, en fait, techniquement avant, mais ça a été mis en place plutôt après, avec le modèle du PageRank thématique, qui lui a été vraiment la très 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 grosse rupture pour le moteur de recherche Google, parce que ça a été mis en place, c'est le même algo qui fait la thématisation et la personnalisation en fait. Donc là, on est rentré dans un truc qui est complètement différent, un algo qui a été créé en 2003 par une équipe d'étudiants de Stanford et qui a été mis en place dans Google en 2007-2008 à peu près. Mhm. En fait, pour la plupart des connaisseurs des moteurs de recherche, c'est le moment où Google est passé devant tous ses compétiteurs définitivement. Donc avant, ils sont meilleurs, mais ils sont rattrapables. Et après, ils sont meilleurs et ils deviennent vraiment difficiles à rattraper. Ils sont créés une avance de plusieurs années rien qu'avec cet algo qui a amélioré. Alors sur le papier, hein, juste sur la partie popularité, ils avaient un calcul qui donnait de la qualité 80% meilleure que leurs compétiteurs. Pour donner une idée, ce qui est quand même pas rien. Ouais, tu Voilà. m'étonnes. Ouais. Et donc, depuis toutes les mesures moi, que j'ai pu faire par ailleurs, on montre qu'il y a aujourd'hui 10 points d'écart entre Google et son successeur direct en termes de qualité perçue, par exemple. Mm. Donc, vraiment, on est
sur des algos qui ont permis de tout changer. La proximité thématique, hein, c'est très simple. Hein, on va donner un poids, en fait, on va moduler négativement des liens qui sont entre des pages qui ne sont pas dans les mêmes thématiques. Voilà. Toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on appelle une thématique, etc. Mais c'est ça. Et alors, par contre, j'insiste sur quelque chose, c'est la thématique réelle de la page, c'est-à-dire en analysant son contenu. Ouais. Parce que Pas en aujourd'hui, analysant le profil de lien, mais en analysant son contenu. voilà, parce que analyser le profil de lien, ça ne dit rien du contenu d'une page. Tout à fait. Donc, Ouais, on tout est ce bien qu'on peut d'accord. faire, à la limite, c'est de dire le profil de lien n'est pas cohérent avec le contenu de la page. C'est le mieux qu'on puisse faire. Mais ce n'est pas du Ouais. tout la même chose. Ouais, très bonne remarque. Et d'ailleurs, nous, c'est pour ça à l'origine que, par exemple, notre outil Babar, on l'a fait parce qu'il n'existait pas d'autres outils qui faisaient ça, la thématique comme ça. C'est assez amusant hein, parce que c'est un des algos vraiment fondamentaux et personne ne l'a fait, mais parce que c'est très coûteux de le faire en termes de puissance de calcul. On va faire une petite, profitons-en pour faire une petite parenthèse. Je suis abonné à la bêta, mais j'ai pas encore du tout le temps de jouer avec. Donc, Ah, explique-moi un petit ouais, tu vois, j'ai l'abonnement et puis je l'ai dû le lancer 3 fois. J'ai dû le relancer une fois ce week-end pour voir, en préparation. Puis je dis: «Oh, retourne à ta peinture». J'étais en plein bricolage chez moi, donc j'ai pas eu le temps. Explique-moi un petit peu Babar, ce que ça fait, ce que ça fait pas, enfin, comment ça se positionne? Qu'est-ce que c'est que ce nouvel outil? Alors, on parlera un peu de tes différents outils aujourd'hui, mais celui-là, je pense que c'est un des plus récents, donc ouais, alors c'est techniquement le plus récent. Babar, c'est un outil. bon Alors, déjà, avant de pourquoi parler Babar? alors Babar, parce que c'est E-Babar, le nom exact officiel, mais parce que Babar, c'est un temple mésopotamien, donc c'est avant l'Égypte ancienne, la demeure du dieu Samash, qui est le dieu de la justice, celui qui voit à travers le mensonge. Et Waouh! donc, comme on faisait un outil qui dévoilait des métriques sur les sites web et les relations entre les sites web, on s'est dit que c'était l'outil qui permettait de discerner la vérité dans le mensonge. Voilà. Ah, c'est top. Il n'y a C'est rien à voir avec j'adore Babar l'explication. bienvenue. Ouais, Voilà. mais c'est bien, c'est chouette. Voilà, et donc, oui, c'est toujours des noms. C'est moi qui choisis les noms, hein, ils sont toujours un peu. Voilà. Bon, pourquoi pas. C'est parce que ma femme est spécialiste des civilisations anciennes, c'est pour ça. OK. Voilà. Ceci étant, Babar, c'est un outil qui crawl le web à très grande dimension, et qui analyse les liens qui sont faits entre les pages, qui analyse la sémantique des contenus, la sémantique des liens qui sont faits, et qui va donner des métriques donc de popularité, de confiance, et le PageRank thématique, et puis après des métriques agrégées, pour arbitrer dans de l'audit ou dans du netlinking. Avec Babar, on peut Donc du coup, savoir là, si un c'est profil. vraiment vos propres métriques à vous, c'est pas des métriques qui viennent de Majestic ou de choses de ce genre là, c'est vos Non, propres métriques? c'est nos propres OK, métriques. On a des métriques qui sont analogues à nos compétiteurs, hein. Tous les compétiteurs font la popularité, par bien exemple. sûr, hein. Est-ce qu'ils le font tous avec le modèle du surfeur raisonnable? Ça, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ils le font tous. Le trust, il y a certains compétiteurs qui le font. Je veux pas, nous, on a créé Babar parce qu'on trouvait que les outils qu'on utilisait, je ne veux pas donner de nom, n'étaient pas Mmh. satisfaisants en termes de qualité de résultat. Donc, ça a été une de nos motivations, mais il y en a qui fournissent un certain nombre de métriques analogues. Par contre, sur ce qu'on appelle, nous, la semantic value, donc qui est vraiment l'équivalent du PageRank thématique, qui permet de savoir si un profil de lien est bien thématisé, typiquement. Ça, on est les seuls à le faire. Et on a une mesure agrégée qui s'appelle le Babar Authority Score, qui mêle en fait tout ensemble, même si ce n'est pas une combinaison des autres métriques, c'est un algo spécifique qui fait ça, et qui fait une forme d'anti-spam en même temps, donc qui donne un niveau de qualité vraiment au site ou aux pages ou au domaine, en termes de ce qu'on peut attendre en termes de linking quand on en fait. Et puis après, on a des fonctionnalités annexes, puisqu'une fois qu'on analyse la sémantique des pages réellement, on peut faire des trucs un petit peu plus costauds que juste donner des métriques. Donc on trouve tous les sites similaires à un site donné, par exemple. OK. Et on a un outil de recherche qui est, on tape une phrase et ça Mmh. renvoie les sites qui parlent de la même thématique que ce qu'il y a dans la phrase. OK, Si la phrase est longue avec de l'intention, on fournit même des sites qui sont sur la même intention. Mais OK, bon, il faut mettre plus de contenu. bien Et sûr. ce qui permet aux gens de savoir où sont leurs concurrents en termes de sémantique et également des bons spots pour faire du linking s'ils le souhaitent. Et puis OK. après, bon, on a les encres, on a les listes d'URL, etc., les listes de backlinks, mais ça, après, c'est de la data brute comme tout le monde Ouais, en a. plus Donc, c'est pas classique, ça ouais. qui est différenciant, mais ce qui est différenciant, c'est vraiment les métriques. Et voilà, et je pense qu'on a un très bel outil technique. Je ne sais pas si la communauté s'en emparera, j'espère que oui, mais d'un point de vue technique, on a un très très bel outil avec vraiment des algos tout nouveaux. Tous les algos de calcul, par exemple, ont été faits par nous en interne.
Ok. Et ils sont vraiment à l'état de l'art de ce qu'on fait dans le milieu académique, c'est-à-dire que calcule le PageRank mieux et plus vite que la quasi-totalité des compétiteurs. Euh, Grosso modo, on est sur des niveaux de technique d'un moteur de recherche plus Mm. que sur ceux d'un outil SEO. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà, je Non, ne super. sais pas comment dire de plus, hein, Non, mais mais eh ben, écoute, de toute façon, moi, je vais finir aussi par prendre le temps, par jouer un petit peu avec, et puis ben, peut-être qu'on en reparlera à l'occasion un peu plus dans le détail. Alors, je sais que vous avez quand même fait déjà des vidéos, des choses là-dessus, donc ouais. j'invite tout simplement les gens à aller prendre du temps, faire ce que moi, j'ai pas fait et que je vais faire bientôt pour le prendre en main, et puis parce que je pense qu'en effet, il y a une vraie valeur ajoutée, donc c'est encore un bel outil de la famille Perronnet. On essaye en tout cas. Voilà. Alors, donc on a parlé, donc de PageRank thématique, on a parlé du surfeur aléatoire, surfeur raisonnable, on a parlé un petit peu donc de mots-clés ou d'intentions. Alors juste, pour toi, un peu au niveau des intentions, il y a tu as différents types d'intentions? Tu en vois 4, 5, tu en as plus? Comment ça marche pour toi les intentions? Alors, dans l'ancien temps, je vais dire ça comme ça, on avait trois intentions, Mmh. information, navigation et transaction. Ouais, souvent on en reste encore là aujourd'hui, donc c'est intéressant d'avoir ta Voilà. vision, là-dessus. Et j'avoue que Maintenant, j'en reste là aussi, moi. il y a eu une grosse littérature avec des croisements, parce qu'en fait, par exemple, l'information sur de l'actualité, c'est pas la même chose que l'information pour savoir comment changer le pneu de sa voiture, par exemple, etc. Donc, la localisation devient aussi une forme d'intention, c'est-à-dire qu'une information locale n'est pas la même chose qu'une information non locale, notamment en termes de transactions, c'est très différent. Mmh. J'ai faim, je cherche une pizzeria. C'est pas la même chose que d'autres types de transactions. Enfin voilà, Ouais. il y a des nuances. Il y a beaucoup de nuances, hein. Je ne sais pas avec moi, mais il y a un tableau dans un article scientifique où il y a genre une vingtaine de nuances, par exemple, hein, assez facilement C'est maintenant. intéressant ça comme, enfin ce que tu dis, je digresse un peu, mais c'est vrai que moi je réfléchis aussi pas mal en ce moment à mêler le e-commerce et le local, et donc du coup, Mm. il y a une vraie notion d'intention qui peut être différente, parce que le e-commerçant, c'est vrai que c'est sur une recherche nationale, mais en même temps, on veut pouvoir emmener des gens en magasin, des choses de ce genre-là, donc OK. Ouais, et en plus, il faut voir que l'intention et la thématique, hein, c'est pas la même chose. Mais au niveau d'un moteur, c'est souvent les mêmes briques algorithmiques qui travaillent pour opérer l'un et l'autre. Et que par exemple, des fois, la thématique porte une intention sur certaines thématiques médicales, sur certaines thématiques techniques. En fait, il y a une intention qui est sous-jacente. Donc, grosso modo, aussi, on a des intentions très spécifiques qui sont mises à part parce que c'est aussi des thématiques. Enfin, voilà. Il y a une certaine complexité, mais qui reste en fait un passage de 3 intentions à 10, 20, 30, 40. C'est la même chose conceptuellement. Par contre, ce qui a vraiment tout changé, c'est le continuum d'intention qui est porté par des outils comme BERT. Mmh. Là, en fait, il n'y a plus de est-ce qu'une requête elle est informationnelle, transactionnelle. Il y a vraiment la capacité pour le moteur à dire cette requête, elle est un petit peu informationnelle. Alors, il va donner un espèce de chiffre. Ce n'est pas un pourcentage qu'il donne, mais je vais faire comme si. Je sens que cette requête, elle est à 80% informationnelle, mais je sens que si la personne est satisfaite, et c'est ce qu'elle écrit dans sa requête finalement, sans le dire, c'est qu'elle achètera. Et donc, c'est une requête qui est Mmh. informationno-transactionnelle avec un certain medley et dans une certaine thématique, etc. Donc, il y a une espèce de représentation unifiée des choses. Et c'est vraiment la vraie notion de besoin informationnel en fait, ou d'intention. Quand on va dans un magasin et qu'on commence à parler à un commerçant, par exemple, il se rend compte par rapport aux questions qu'on pose, si on a envie d'acheter dans le futur, Bien etc. sûr, hein. Alors que dans les moteurs de recherche il y a 4-5 ans, quand quelqu'un fait une recherche d'information, quelle est la machine à café qui consomme le moins de café, enfin qui fait le moins de. Enfin, j'en sais rien, je ne peux pas te dire ça. Oui, oui, peu Je pense importe, que ouais. tu pourrais, quelle est la voiture qui consomme le moins d'essence? Mmh. C'est techniquement une information au sens premier du terme, mais on sait très bien qu'en fait, derrière, il y a peut-être une volonté d'achat, pas que de l'information. Et Mmh. le problème, c'est que cette volonté d'achat, on va s'en rendre compte quand la personne aura posé 2, 3, 4 requêtes et finira par dire comment acheter cette voiture qui consomme moins. En fait, avec BERT, le moteur, c'est que cette requête, en vérité, par rapport au comportement des gens qu'elle connaît, etc., porte directement le besoin aussi de peut-être plus tard acheter. Donc la réponse peut être différente puisqu'il peut amener vers des pages qui répondent à la question et qui proposent derrière de l'achat ou de la vente. Donc le Mmh. moteur lui-même sait mieux comprendre ce qu'attendent les gens. Et depuis quelques temps, hein, il y a eu pas mal de nettoyage
dans un certain nombre de sites très commerciaux dans les derniers mois et même années maintenant. C'est souvent dû à la mise en place de BERT et à son extension parce que soudainement, tous ceux qui ne répondent pas tout à fait à l'intention attendue par le visiteur, Ouais. ils sont un petit peu voilà, ils sont décotés par le moteur. C'est pas qu'ils sont pénalisés, c'est qu'en fait, ils répondent techniquement un peu moins bien. Et en fait, ça plaide tout ça pour les sites qui, justement, aujourd'hui, on parle beaucoup des cocons, des trucs comme ça et tout. Il y a une réalité technique au cocon. Nous, on parle de cocon SEO dans ce cas-là, donc vraiment pour augmenter la popularité, mais il y a aussi une réalité un peu intentionnelle de ce point de vue-là, parce que quand on commence à créer quelque chose qui répond intégralement à l'intention, le moteur sait le percevoir. Bon, et Alors, voilà, donc il y a des choses. c'est très bien. Alors qu'on avance sur le cocon, c'est un sujet, je dirais, à la mode depuis de nombreuses années. Alors déjà, je vais alors toi, tu parles de cocon SEO. Notre Oui. ami commun, Laurent, parle de cocon sémantique. C'est la même chose, c'est pas la même chose. Pourquoi SEO? Pourquoi sémantique? Alors, je suis intéressé que tu m'expliques le pourquoi du cocon SEO de votre côté. Alors, c'est pas une volonté de changer le wording, hein, loin de là. Nous, on Topical veut mesh, faire comme une dirait Laurent. j'ai pas entendu, pardon. Ou comme dirait Laurent, le topical mesh en anglais. Oui, là-dessus, on a eu des longues discussions sur la traduction. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure traduction, mais enfin bon, moi, je ne suis pas très bon en anglais, donc voilà. Mais en tout cas, le truc, c'est que nous, dans la vision qu'on défend, qui est vraiment pour le positionnement dans Google, et pas, donc je ne parle plus d'un tunnel de vente, etc. Je dis déjà pour Mm, améliorer du tout à fait. référencement, pour créer du trafic organique sur un meilleur positionnement sur des requêtes. On défend quelque chose qui est, on peut créer des structures de maillage à l'interne ou semi-externe sur un site, donc avec quelques petits camarades autour, qui vont faire qu'on va réussir à avoir plus facilement du transfert de popularité. Donc l'idée, c'est qu'on peut faire des structures bien maillées, avec des contenus cohérents entre eux, et ce qu'on appelle un glissement sémantique vers des contenus plus faciles à linker. Donc en vérité, le cocon SEO, c'est quoi? C'est comment faire pour créer une surface plus grande d'atterrissage de linking externe qui va amener la popularité vers une cible à l'interne. Je ne sais pas si c'est très clair. J'ai une page à l'interne que je veux favoriser. Par exemple, Mhm, j'ai mon meilleur produit dans un e-commerce. mm, Ce que je vais faire, c'est que je ne peux pas obtenir des liens facilement vers cette page parce que c'est trop difficile d'obtenir des liens. Je sais pas. Par exemple, c'est une page qui vend des tuyaux en cuivre. Et obtenir des liens vers une page qui vend des tuyaux en cuivre, c'est pas facile, ou alors il va falloir payer peut-être cher pour les avoir, etc. Ce que je fais, c'est que je crée un entourage, c'est ce qu'on appelle le cocon, donc, qui, lui, va de plus en plus s'éloigner. Mais comme on continue à garder une cohérence sémantique entre chaque paire de pages, à un moment donné, un lien qui arrive n'importe où dans le cocon amène sa popularité à la page centrale. mhm. Et donc, le cocon, et nous on dit SEO parce que son objectif, ce n'est que de faire du transfert de popularité par Mhm. la proximité sémantique entre les pages. Ce qui fait, c'est que d'un seul coup, le linking devient moins coûteux, plus facile. C'est tout. Donc l'idée, ouais, c'est Il n'y a pas. d'aujourd'hui, on répond plus à une question par une page, mais par une grappe de pages. En quelque sorte, si on le simplifie à outrance, si je veux me positionner sur un mot-clé, plutôt que d'amener une page, j'emmène une grappe de pages. C'est même pas ça, parce C'est pas qu'en ça. vérité, le, le, ça ne va pas. En fait, c'est terrible à dire. Le cocon sémantique n'est pas un levier sémantique. C'est un levier de netlinking. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'on fait, c'est que simplement, on rajoute. L'exemple typique, c'est l'exemple que prend mon frère Guillaume. Hein, c'est j'ai une page, c'est un casino en ligne. Je ne peux Mhm. pas avoir de lien vers cette page où ça me coûte, Mm. c'est illégal, et ça me coûte très cher si je choisis de le faire quand même. Ouais. Par contre, elle peut être liée par une page qui parle d'abord de ce qu'est physiquement le casino, puis des jeux qu'on y trouve, puis des jetons en argile, puis de où est-ce qu'on trouve l'argile. Mhm. Comment on fabrique les jetons? Où est-ce qu'on trouve l'argile? Là, c'est des sujets qui sont mainstream, qui sont inoffensifs. C'est facile d'avoir des liens. Et même si on décide d'acheter, ça va être des liens à 20 balles. Si j'achète pour 10 000 euros de liens à 20 balles, que la Mm. popularité arrive vers mon casino en ligne, je crée une popularité que je n'aurais jamais pu créer pour la même somme au niveau du casino. Donc c'est vraiment une question purement de transfert de popularité. Mais alors Et là, je vais donner un exemple. ouais, C'est alors comme de attends, dire, ouais, juste une petite question là que je te pose qui est intéressante, puisque là, on commence à parler d'achat de liens, etc., etc. Donc, si je veux pousser ma page casino,
Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais arriver sur une page, on a dit argile, on en est arrivé jusqu'à là quand même. Cette page argile, donc, il va être sur le même domaine potentiellement que le casino, ou Ou sur un pas, domaine mais externe, au choix. voilà. D'accord. Mais là, en termes d'encre, je fais quoi? Alors, en termes d'encre, bah, tu as une progression, c'est-à-dire que l'encre vers la page argile, c'est argile, machin, Mhm. tu vois, peu importe. De argile vers jeton, ça va être comment fabriquer les jetons avec cette argile. Ouais. De jeton vers poker, ça va être ces jetons servent pour le poker. Et de poker vers casino, c'est Donc, si je veux jouer au vers la poker, page, vers la page où je fais le tout lien à qui va fait. pousser la structure, je fais une encre optimisée sur la page, quoi, au final. Ah, bien sûr, tout Ouais. à fait, oui. Voilà. Ok. Sans dépasser les pourcentages de danger d'encre optimisée, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Et alors, je ne sais pas si les gens ont conscience d'ailleurs de pourquoi on fait des encres optimisées, mais les encres optimisées, ça fonctionne parce que pour le coup, le texte d'une encre, il appartient à la page qui fait le lien, mais il appartient aussi en partie à la page qui reçoit le lien. Et donc, c'est un moyen de Tout à faire du fait. keyword stuffing sans le faire. Voilà. Exact. Tout à fait. Bah, c'est Et c'est pour ça que le pingouin important de s'évite le rappeler. pour. Alors, tiens, on en a parlé il y a quelques jours de ça avec Ninja Linker. Tu as des statistiques à toi de pourcentage de danger d'encre optimisée? Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Sur les domaines référents, tout domaine confondu, c'est 4 à 6%. D'accord. Et Donc ça 4 à varie 6 selon les en domaines. tout, hein, on est bien d'accord. Toutes les encres optimisées doivent représenter 4 à 6 Non, 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 des non, encres. Non, c'est une seule. Non, c'est une seule. d'accord. Mais par rapport aux domaines référents, attention, hein, ce qui compte, c'est vraiment les domaines. Dans Ouais. ce cas-là, et pas du tout le nombre de trucs. Si j'ai Alors, 2 on va la encres, refaire au ralenti. Ouais. Donne-nous des petits exemples pour qu'on soit bien tous clairs par donc rapport à ça. imaginons, je vends des barbecues et ma marque, elle s'appelle Toto. Ouais, Pourquoi pas. Toto Barbecue. Si j'ai 10 000 liens avec l'encre barbecue depuis un seul domaine Mhm, et, 99 liens sur l'encre Toto depuis 99 domaines, mhm. alors je suis bon en fait, parce que mon pourcentage d'encre exacte optimisé barbecue en termes de domaine référence c'est 1%. D'accord. Même Ok. si en termes de liens, c'est 10 000 face à 100. Toi, tu parles bien en domaine, on ne regarde pas forcément en termes d'IP, là, on parle bien de domaine. Non, alors en fait, il y a deux trucs, c'est que les gens utilisent les domaines parce que aujourd'hui, l'outil que les gens utilisent en France, c'est Majestic, Mhm, qui donne l'information par rapport au domaine. mhm. Nous, dans Babar, par exemple, on fait les hosts, parce qu'en Ouais, vérité, le domaine, ça n'a pas de sens pour le SEO, puisque le domaine, ça peut être plusieurs sites. tout à Donc le fait. host, c'est le meilleur truc. Ouais. Et l'IP, c'est encore moins, et nous, ça, on s'en rendu compte parce qu'on a un truc qui fait du reverse IP dans Babar, donc on sait quels sont tous les sites qui sont hébergés derrière une Mhm, IP. tout à fait. Et on s'aperçoit que, par exemple, dans les sites SEO type MFA, etc., des fois, il y a des milliers de sites derrière une même IP, pas parce que les SEO ont un seul serveur, mais parce qu'en fait, ils sont chez des hébergeurs qui ont dû mutualiser, qui est caché derrière une seule IP. Ouais. Et donc on ne peut pas utiliser le nom d'IP référent parce que sinon, on a une stat qui est abusivement fausse. Et donc, le moteur lui-même ne peut pas faire ça, Ok. à cause des CDN type Cloudflare, pareil, Oui, etc. tout à fait. Oui. Donc, Ouais, c'est tout une à donnée fait. qui n'est pas valide. Donc, c'est ou domaine référent ou host référent. Si on regarde les hosts, on peut avoir des valeurs un petit peu plus hautes, c'est probablement 7 à 9%, mais pas beaucoup plus. Ouais. Et moi, D'accord. je suis ultra safe dans les conseils que je donne à mes clients, c'est de jamais dépasser 3% au final. D'accord. Parce que comme ça, on sait que c'est en dessous de toutes les valeurs qu'on peut imaginer. Il y a des Ok. secteurs où ça peut être beaucoup plus. Dans l'immobilier, nous, on avait fait des tests, c'était 7% par exemple. Voilà. Alors, alors tiens, je vais te poser une question, parce que j'ai le cas là en ce moment sur un de mes clients. On a bien bossé, on a bien fait le linking, tout. Et puis là, depuis 2 mois, on se prend, tu sais, des espèces de sites de génération automatique à la con, là, qui nous font du hot linking, qui nous piquent nos images. Donc, ça nous crée du lien pourri. Alors, pour le coup, 100% automatisé, enfin 100% optimisé. Toi, tu penses qu'il faut faire quoi dans ces cas-là? C'est du hotlink, c'est du lien image, c'est ça. Ouais, ouais. Je ne suis pas sûr que ça ait un impact très fort, mais après, ça, toi, tu peux me le dire. Mais Ouais, moi je sens pas forcément d'impact. Après, ça vient de fusiller tes stats, quoi. C'est un peu chiant parce ouais, que tu ça, te c'est retrouves la avec. problématique. Ouais. De toute façon, le truc safe, quand clairement quelque chose. Déjà, le problème du hotlinking, c'est que ça prend de la bande passante. Mm. Donc, on Oui, il faut peut le bloquer. déjà Ouais, ouais. le bloquer pour éviter ça, parce que rien que ça, sinon, ça Ouais, peut tout à fait. asseoir un serveur. Voilà. Un spam report, mais ça a très peu de chances de fonctionner. Ouais. Mais bon, ça coûte pas cher de le faire quand même. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Mm.
Ouais. Mais sur les images en particulier, ça n'a pas tellement d'impact. Ce serait sur du lien texte depuis des sites porno, par exemple. Je dirais que là, il faut absolument faire des spam reports. Enfin, il faut comment dire, désavouer les liens, c'est indispensable. Ouais, ok. Voilà. Mais Ok. sinon, Voilà, c'est vrai que moi, je me pose toujours la question, ces liens images, là, ou si je les désavoue ou pas, mais je ne savais pas trop quoi en faire pour ce site-là, parce qu'on avait un beau linking et un beau maillage tout propre, et puis là, on se prend ces saloperies. Bon, fin de la parenthèse, c'était juste une question entre nous. Ok, donc revenons un peu à cette histoire de cocon. ouais. Si donc aujourd'hui, moi, je lance donc un site e-commerce. Pour structurer mes catégories, du coup, je m'inspire de ces glissements, de ce cocon. Comment je fais? Alors, en fait, c'est toujours. Là, c'est là où on rentre dans une vraie grosse discussion et où il peut y avoir d'ailleurs des désaccords en termes de pratique entre les gens. Euh, à cause du surfeur raisonnable et du surfeur thématique, il n'y a pas besoin de. En fait, le moteur sait repérer, par exemple, sait faire la différence entre une arborescence et le reste. Donc, l'arborescence d'un site web, moi, je dis, il ne faut pas y toucher. Alors, les méga menus peuvent être une pollution, et dans ce cas-là, là, on peut discuter. Mais Mhm, l'arborescence standard, il n'y a rien à penser, parce qu'en fait, c'est de la navigation. La mhm. navigation offre un service à l'internaute. Il n'y a pas de raison de la changer pour une raison SEO qui, en fait, n'existe pas, puisque le moteur sait faire la différence entre la navigation et le reste. D'accord. Donc en gros, on peut se conserver une structuration logique de rayon comme on l'aurait dans un magasin finalement. Exactement. Hein, comme Tout je à vais fait. dans mon supermarché où c'est rangé par rayon, bah, dans mon e-commerce, je fais la même chose, de manière Exactement. assez naturelle, quoi. Ok. Après, l'étanchéité entre Mhm. les silos, par exemple, la seule chose qui pourrait briser cette Alors du coup, étanchéité, en fait, je t'embête juste un tout petit peu parce que ce mot silo, c'est la première fois qu'on l'utilise. ah, Silo, pardon. cocon. Oublions le mot cocon qui, quelque part, on parle d'une famille de techniques de maillage avec le cocon. Le Ouais. silo, c'est vraiment faire une catégorie qui serait étanche du reste, donc vraiment des Ok. branches qui sont assez isolées, silotées, isolées des autres. Super. Euh, Donc on y revient. il y a une pratique d'isolation qui est assez Mhm. standard, qui existe depuis aussi longtemps que le SEO, qui de fait est naturelle quand on fait une taxonomie de produits, par exemple. Mhm. Naturellement, on observe cette siloisation. Donc il y a des gens qui disent qu'il faut faire très attention à ne pas la briser. Alors, Mhm. il y a beaucoup de discussions, mais qu'est-ce qui concrètement pourrait briser des silos? Ce sont des liens plein texte entre des pages de deux silos différents, mais qui parlent de sujets similaires. Parce que c'est le seul moyen de transmettre de la popularité. Il faut parler de sujets similaires pour transmettre de la Ouais. popularité. Et pour que les D'accord. liens aient de la valeur, il faut qu'ils soient plein texte. Ouais. Donc si je ne fais pas des liens plein texte sur des textes qui sont dans la même thématique, alors je ne brise pas les silos. Donc, quand tu veux dire des liens plein texte, imaginons que si je fais je reviens à mon exemple du e-commerce, si j'ai un truc, tu sais, les fameux liens vous aimerez aussi avec une liste de produits et des encres sur des textes, c'est du plein texte ou pas ça? Ça dépend où est placé le bloc. Et alors pour le coup, réellement, parce que j'ai vu des cas où il y a une intégration qui est faite pour que les gens ne se rendent pas trop compte qu'il y a ça, pour qu'ils continuent à rester sur le site. Et donc dans ce cas-là, bah, l'algo, si l'être humain est à moitié trompé, l'algo aussi. Hein. Je veux dire, il Mhm, n'existe pas d'algo plus futé que les êtres humains. mhm, Donc si l'être humain se fait un peu avoir, l'algo se fait avoir, mais plus qu'un peu généralement. mhm. Donc, si c'est un peu ambigu pour l'être humain, pour l'algo aussi. Par contre, si c'est des blocs très séparés, qui vont être des widgets, par exemple, qui vont être dans le menu sur la Ouais, droite ou des choses comme ça, dans une colonne à part, là, le moteur sait repérer que c'est autre chose et que c'est du navigationnel finalement. Par contre, le d'accord. problème, c'est qu'effectivement, ces moteurs-là, si le moteur se croit qu'ils sont plein contenu, eux, ils brisent la siloisation très clairement, puisque en fait, si vous aimez ça, vous aimerez aussi, c'est-à-dire Mhm. qu'il y a une notion de proximité sémantique entre les deux. À Ouais, moins ouais. qu'on ait menti sur vous aimerez aussi que c'est pour fourguer un truc. Mais la Ouais, plupart ça du temps, dépend. s'il y a Après, quand même une proximité. ouais, après, enfin, tu sais, typiquement, je sais pas, tu es dans un magasin de vêtements, tu passes de robe à chaussures, quel est enfin, toi, est-ce que l'angle est trop grand, pas assez grand, enfin, Objectivement, alors, entre robe et chaussures, je ne sais pas, mais par exemple, si, entre robe et pantalon, à mon avis, ouais, la transmission, elle est parfaite ouais. pour le coup, parce que le vocabulaire. En fait, c'est facile. Qu'est-ce qui définit la thématique? C'est le vocabulaire. S'il y a beaucoup de vocabulaire en commun, alors forcément, c'est que le moteur va croire qu'il y a une grande proximité thématique. Peut-être pas la meilleure proximité, mais et donc si on a un truc qui dit
ok, ça parle de robe, mais qui dit avec cette robe, je sais pas, j'en sais rien, pour aller au boulot, cette robe est particulièrement adaptée, vous pourrez la porter avec les chaussures comme ci, Mm. mettre un chapeau comme ça, et qu'à côté, il y a un truc sur les pantalons. Dans ce pantalon, il est parfaitement adapté pour avoir un tailleur pantalon pour aller au boulot et vous pouvez mettre un chapeau et des chaussures. En fait, grosso modo, c'est que c'est la même thématique. Pour le moteur. Ok, Pas pour l'être humain, mais pour le moteur. Et donc là, ça il y a marche. transmission. Ok, je comprends. Alors, c'est intéressant, là, tu as commencé de me parler de vocabulaire. Alors, moi, Mm. quand je commence à parler de vocabulaire sur des fiches produits, des contenus, je pense à un outil que tu connais bien, Your Text Ah Guru. bon? Ouais, Alors, moi, très c'est bon un outil. outil que… Alors, au début, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, hein, je dois avouer. J'étais sur un outil bien plus simple que ça avant, tu sais, qui donne des notes. Je sais pas si tu peux… Bon, on dira pas, on parlera pas Il y en a, d'autres… il y en a plusieurs. Exactement. Bon, voilà, j'étais sur un outil. Puis, j'avais même pas de mal au début à me lancer dans Your Text Guru. Je comprenais pas tout, les graphiques, tout ça. J'étais un peu paumé. Puis, j'avoue que maintenant, je pourrais plus m'en passer. Donc, comment est-ce qu'on utilise Your Text Guru? Est-ce qu'on utilise Your Text Guru pour faire des fiches produits? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on s'embête ça ou on le garde pour nos gros contenus informationnels? Comment on utilise Your Text Guru? Alors, c'est terrible ce que je veux dire, mais la meilleure utilisation des outils sémantiques, même hors Your Text Guru, c'est de toute façon quand il y a plus de contenu rédigé de toute façon. Donc, sur du texte informationnel, c'est là où il y a vraiment le plus gros levier. D'ailleurs, on ne va pas se mentir, les plus gros utilisateurs de Your Text Guru, c'est la presse. Où, Ah oui, le nombre, ah ben bien sûr, oui, je ne peux pas excellent, dire tiens. qui, pour le coup, vraiment pas. Il y a beaucoup de magazines en ligne, la vraie presse, hein, pas du truc, ceux qu'on connaît qui étaient sur papier avant, quoi, Ouais, bien sûr. qui utilisent Your Text Guru pour écrire une partie de leurs articles, bien sûr. Et, Excellent, ça. ah oui, oui, et puis et pas qu'un peu, hein, donc voilà. Donc ça, c'est là-dessus où il y a le plus gros effet. Après, dans tous les cas, il y a un intérêt parce que ça permet des fois d'avoir des surprises, notamment sur les proximités de mots ou sur vraiment certains mots très importants qu'on a tendance à oublier, puisqu'on a souvent la tête dans le guidon quand on connaît trop bien son domaine. Mm. Donc on croit que… En fait, le problème, c'est que le client n'a pas forcément le même vocabulaire que soi-même. Et donc, des fois, c'est bien pour s'en assurer. Alors après, vu que de toute façon, Your Text Guru, une fois qu'on a un abonnement, on peut faire. Nous, on n'est pas comme d'autres produits qui Mm. sont en limite de nombre de guides à générer. Donc, objectivement, une fois qu'on l'a, on peut. Il faut y D'ailleurs, on aller. s'en rend compte, hein. Les gens, quand ils passent de jetons à illimité, leur nombre de générations est multiplié par 10 ou 20 directement, en fait. Ouais, Parce que, j'imagine. on tente tout, en fait. Voilà. Et donc, Bah ça oui. fait des trucs assez amusants. Et alors, explique-nous un petit peu comment ça marche, Your Text Go, alors, sans rentrer dans les secrets, mais moi, Oui, oui, bah, ça m'intéresse de savoir comment ça marche, parce que justement, l'autre que j'utilisais avant, un jour, on m'a dit qu'il crawlait avec les métadescriptions et les balises titres, donc ça allait pas très ah, loin. bah, donc, je sais qui c'est. Et voilà. Et du coup, bah voilà, explique-moi un petit peu comment ça marche. Ouais, alors Parce en que c'est fait, vrai que ça paraît un peu magique. Moi, quand je montre ça typiquement à des clients, ils sont un peu sur le cul et je leur dis, bah là, c'est ça qu'attend Google. Et comment tu sais que c'est ça qu'attend Google? ce qui se passe, c'est que donc quand quelqu'un tape une requête, on va appeler ça une requête, hein, dans Your Text Guru, ce qu'on fait, c'est que ce qu'il tape, c'est vraiment la requête sur laquelle il veut se positionner. Et cette requête, nous, on la transmet telle quelle à Google. Alors, ce qui veut dire que dans une requête sur TextGuru, la plupart des gens n'en ont pas conscience, mais on peut mettre des opérateurs Google. On peut faire des Mhm. exclusions de sites, on peut faire toutes sortes de choses, on met ce qu'on veut. Ah, intéressant. Un Euh, bon petit tip, c'est ça. Ouais. oui, notamment pour enlever par exemple le site d'un concurrent ou son propre site. Si on veut, voilà, on est en train d'améliorer son site, Eh oui, si on voilà, et si on veut l'exclure, le contenu de son site, ben on peut. bien sûr. Ensuite, quand on fait ça, c'est pour ça que nous on a un temps de génération qui est assez long. On envoie la requête à Google, donc on a toute une batterie de proxy pour ça, et on va récupérer un certain nombre de pages de résultats de Google qui n'est pas constant, donc, et à vrai dire, je ne sais même pas exactement combien. On va enlever un certain nombre de sites. Quand il y a des PDF, on ne va pas garder tout le contenu PDF, puisque souvent c'est des contenus trop longs, donc on va prendre uniquement une partie. Certains sites de presse, etc., sont exclus parce qu'ils sont tellement multithématiques qu'ils polluent toutes les thématiques. Donc voilà, on enlève ce qui, d'après nous, à la fois de manière automatique, mais aussi parce qu'il y a des choses, on a aussi des listes où on sait que les choses se Mhm. passent mal. Donc voilà, on va enlever ce qui, d'après nous, compte pas et on va garder un certain nombre de contenus. D'ailleurs, des fois, quand vous avez des erreurs où ça ne se génère pas, c'est qu'il n'y a pas sur la SERP assez de contenu pour qu'on puisse fournir un bon résultat. Nous, dans ce cas-là, on ne fournit pas de résultat. Ok. Alors, le problème, c'est qu'on ne le dit pas, mais Ouais. des fois, ça arrive. Il y a des SERP qui ne génèrent rien du tout.
Et donc, Ok. les gens, alors, c'est Et- souvent, ok. quand on est dans un domaine particulier, on peut avoir beaucoup cette erreur, mais quand on n'est pas dans ces domaines-là, on ne l'a jamais en fait. Ouais, tout à fait. Et Ouais. donc, c'est des Soit domaines on où est sur des domaines où il n'y a pas assez de voilà, richesse, quoi, de résultats, et la data est trop faible. Ok, d'accord. c'est ça. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On a des routines de nettoyage pour enlever les menus, les trucs, les machins. Ouais, Donc, récupérer le contenu qui est le contenu clé, d'après nous, des sites. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser statistiquement ce contenu et on va l'analyser au regard également de ce qu'on appelle un corpus de la langue pour faire ce qu'on appelle du corpus différentiel. Et oui. donc, comprendre euh, quels sont les mots qui sont réellement attendus par le moteur. Parce que dans les mots que le moteur propose, même dans un premier site, je vais vous donner des exemples tout bêtes, mais dès qu'on est un site de e-commerce, il y a des mots qui apparaissent tout le temps. C'est ça. Mais ces mots, en fait, ils sont assez fréquents dans la langue, en vérité. Donc, ils ne sont pas discriminants pour se positionner. Et on les a parce qu'on a un site de e-commerce. Donc, si vous avez un site de e-commerce, que vous êtes en train de faire des contenus pour une requête e-commerce, s'il y a des mots que vous avez, c'est sûr. Donc, en fait, l'outil ne vous les propose pas forcément parce qu'il sait qu'ils ne sont pas utiles en plus du reste. Parce qu'ils existent déjà, finalement. Ok. Et il y a des mots qui, par contre, des fois sont fréquents dans la langue, mais qui sont aussi très fréquents dans le corpus de la requête et qui, eux, vont survivre. Pourquoi? Parce que ils sont plus fréquents finalement dans le corpus de la requête que dans la langue. Enfin, je ne sais pas si C'est c'est ça. très Oui, clair. je comprends ce que tu veux dire. En fait, j'ai un exemple, moi, et justement, je voulais un peu t'en parler. Tu vois, moi, j'ai un client avec qui on a bossé. Lui, il est dans l'industrie et il vend, enfin, il n'a pas un site de vente en ligne, mais il vend des machines industrielles pour les labos, etc. Et en fait, quand on fait les analyses sur TextGuru, eh ben, on a systématiquement demander un devis qui sort. Et il me disait, mais est-ce qu'il faut vraiment que je mette ça sur toutes mes pages, enfin, les pages en question, quoi. Et j'ai dit, bah écoute, déjà d'un point de vue ne serait-ce que commercial, je pense que c'est important, mais du coup, toi, si ça sort dans Your Text Guru, ça veut dire que les concurrents l'ont mis et que c'est justement, c'est ce que tu disais, c'est là plus fréquemment que dans le corpus classique, donc c'est Exactement. intéressant de les mettre, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. Oui. Et Ouais. donc là, c'est une anomalie positive en fait. Il y en a, c'est Ouais. des négatifs. Alors là, il y a tous les cas. Est-ce que c'est fréquent dans la langue, pas dans le corpus de la requête? Est-ce que c'est fréquent? Donc il y a plusieurs cas avec des fonctions compliquées, hein. Les fonctions de base des années 70-80, TF-IDF, etc., qu'on rencontre des fois dans les blogs et tout, euh, ça existe encore, mais les outils modernes s'en servent pas vraiment, quoi. Mm. Voilà. Et donc on fait autrement, mais c'est l'idée. Et puis après, nous, on calcule aussi les compatibilités de mots. Dans Your Guru, il y a l'information, c'est dans les guides en eux-mêmes et pas dans l'outil de vérification. On a le fait que des mots vont ensemble ou pas. Par exemple, si on fait une requête qui est autour des barbecues, j'adore les barbecues, c'est pour ça que je suis à fond là-dedans, euh, est-ce que le mot gaz, par exemple, peut être proposé? Mais ce qu'on nous dira dans le guide, c'est que le mot barbecue va avec le mot gaz. Et donc, est-ce qu'on doit mettre le mot gaz tout seul? Pas trop souvent, parce que quand on met le Mm. mot gaz, il doit y avoir d'autres mots autour, oui, et c'est le mot barbecue qui doit être autour. Et donc ça permet de savoir quels sont les mots qui vont ensemble. Alors, parce que des fois, Ouais. ce n'est pas forcément évident. Et puis, des fois, on a des requêtes qui sont en vérité sur plusieurs thématiques, et le moteur, il fournit le résultat des deux thématiques, mais nous, on n'est pas capable de faire la différenciation que fait le moteur. Et donc, on peut proposer des mots qui sont dans les deux thématiques, et les compatibilités permettent de savoir si c'est correct ou pas. L'exemple typique, même si le moteur, si on teste, on voit il a son avis sur la thématique, mais c'est la requête Jaguar. Mm. On peut proposer des roues, et on peut proposer, je ne sais pas moi, la savane. Ouais. Mais si on ne trouve pas roue et savane côte à côte dans le guide, c'est-à-dire que c'est des mots qui, même s'ils sont dans le champ lexical pour la requête Jaguar, ne vont pas ensemble. Et donc, si on parle de roue, on ne parlera pas de savane, et si on parle de savane, on ne parlera pas de roue. Ouais. Ok. Alors que les deux sont dans le champ lexical technique du mot Jaguar. Ouais, tout à fait. Ok. Alors après, sur Your Text Guru, moi, il y a un truc. Alors, je sais que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Je sais pas. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. C'est quand on compare son contenu avec le contenu des copains là, où il faut qu'on aille Ouais. copier-coller notre texte là-haut. Ouais. On copie-colle quoi, jeune homme? On copie-colle ce qu'on veut, du moment qu'on fait toujours la même chose pour tout le monde. C'est même Ouais, mais du coup, nous, plus on ne sait ambitieux pas que comment ça. tu as fait, toi, en fait. Toi, tu as tout Et pris, moi-même, mais tu as enlevé des choses, tu vois. Donc, nous, on a enlevé des choses. Moi-même, je serais incapable de te dire quoi, puisqu'on a un algo de machine learning qui détermine lui-même ce qui est important. ok. Et donc, selon les sites, c'est très différent. Et à chaque fois, moi, parce que les gens ont toujours du mal, ils disent, ah, quand même, et tout, les gars, faites un effort. Moi, je vous conseille, c'est de prendre le mode article de Firefox et de vous promener sur le web en Mhm. saisissant, en mettant en mode article. Vous Ouais. verrez que Firefox, une fois sur deux, il se trompe.
dès que c'est des sites un peu Ouais. compliqués. Et ben, nous, on utilise un algo qui est pas celui de Oui, Fiverrfet, parce que je qui peut se utilise, mais tromper. qui est très similaire. Et donc, on fait ce qu'on peut, et c'est pour ça que dès qu'on fait de la comparaison vraiment fine, il faut aller il faut à un moment donné aller voir ce que font les concurrents en copiant-collant soi-même le contenu. De Ouais, toute ok. façon, c'est plus safe parce qu'il y a aussi des gens qui mettent en place des contre-mesures pour éviter qu'on. Alors déjà, il y a des gens qui maintenant Oui, nous interdisent de récupérer leur ouais, contenu. tout à fait. Mm. Donc, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas utilisé le contenu pour fabriquer nos modèles, mais par contre, on ne restitue pas de score puisqu'ils nous ont interdit de le faire. Donc, on D'accord. respecte le Et là, truc. les gens Et qui t'interdisent, ils le font quoi par un user agent ou c'est ils te demandent enfin, ils te disent c'est viens des pas gens chez moi. qui ont cramé nos crawlers, en fait. Donc, ils D'accord. savent, Ouais, donc ils interdisent, c'est ils ça, ouais, fournissent pas le contenu au crawler. ouais, ils te Ouais. bloquent au niveau du crawler. Ok, ça marche. Et puis après, il y a tous ceux qui vont filouter enfin, qui auront des routines pour justement pas qu'on puisse repérer exactement où est le contenu, etc. Guillaume avait fait une conf à Performance Web il y a 2 ans, et on avait un exemple, en fait, c'était un site dans le domaine de la banque en ligne. Tous les outils de sémantique ne voyaient grosso modo que la moitié du contenu. Et donc, il fallait aller à la main, tout prendre Ok, je pour comprends, ouais. avoir Ouais. Et c'est assez malin parce qu'en fait, si on ne fait pas attention et qu'on est dans une routine, on se dit, bah, Et dis oui, donc, lui, il est bien placé, mais finalement, c'est pas la sémantique, tout alors à je vais faire fait. autre chose. Alors Ouais, qu'en c'est fait, souvent qu'on voit ça, ouais. Ok. donc c'était C'est assez malin. intéressant oui, de se comparer. On peut finalement aller copier-coller soi-même les parties du site qui nous semblent les plus pertinentes, qui contiennent le contenu, et se comparer là en lançant 3 ou 4 comparaisons dans Your Text Go. Ok, super. Super rapidement pour finir sur Your Text Guru, c'est pas toujours super simple à comprendre le niveau de danger SEO, je sais plus comment vous appelez ça exactement, là, celui qui est dans. DSIO, ouais, danger Ouais. SEO. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu enfin, qu'est-ce qui serait un pourcentage acceptable ou pas? Alors, j'imagine que c'est aussi peut-être une notion de comparaison avec les autres, encore une fois, puisque c'est un petit peu la fameuse anomalie statistique, encore chère C'est à David, dont on parlait encore l'autre jour. Mais voilà, cet indicateur, c'est que vraiment, on a trop poussé de mots-clés, quoi. C'est ça, hein, si c'est je ça, en résume, fait, hein. c'est qu'il y a une anomalie statistique dans la distribution des mots-clés dans la page, c'est exactement ça. Après, ça quantifie l'anomalie avec un pourcentage, mais ce qui compte, c'est de se comparer aux autres. Mm. Et en plus, il faut savoir, hein, les gens ont tendance à être, c'est toujours pareil, dès qu'on met un indicateur, les gens vite croient que. En fait, le problème, c'est qu'il faut que j'explique un truc sur comment fonctionne le moteur de recherche avant, je suis désolé. Eh ben, Le moteur de avec plaisir. recherche fonctionne avec ce qu'on appelle un mécanisme de top K itératif ou de champion list, c'est le terme le plus populaire. C'est-à-dire que le moteur n'utilise pas les mêmes critères à tout moment de son classement. C'est-à-dire que pour être dans les 50 premiers, c'est pas la même chose que pour être dans les 20 premiers, pas être dans les 10 premiers, dans les 5 premiers, etc. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé du learning to rank. Le learning to rank, il arbitre grosso modo entre les 10 ou 15 derniers enfin, les 10 ou 15 meilleurs. Premier, ouais. Quand on a un host, donc un site web qui a une popularité raisonnable, si on est bien optimisé sémantiquement, on arrive toujours dans les 25 premiers au moins. Ouais. Grosso modo, si on a un site puissant et qu'on a une page qui n'est pas dans les 25 premières pour la requête qu'elle vise explicitement, c'est qu'il y a un problème de contenu, par exemple. Ouais. C'est typiquement ce qu'on peut dire. Et après, voilà, chaque étape, il y a des trucs différents. Et le danger SEO, c'est quelque chose qui, à moins qu'on abuse vraiment et qu'on soit genre 10 fois avec un score, enfin, tout le monde a 3-4%, moi j'ai 40%, bien sûr, j'ai peu de chances d'être dans les 10 premiers dans ce cas-là. Mais si je suis dans les mêmes niveaux que les autres, ça va arbitrer entre les 3 premiers, grosso modo, le danger SEO. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le danger SEO le plus bas des 10 premiers. Et des fois, c'est pas facile. Mm. Mm. Des fois, c'est pas facile, d'autant que plus on augmente son score d'optimisation, plus naturellement le danger SEO a des risques d'être Ouais. grand. En fait, le danger SEO, ce que ça traduit, c'est qu'on a un niveau d'optimisation qui est fait sans avoir un vocabulaire diversifié. Mm. Et ce qui compte pour arbitrer entre, par exemple, le premier et le troisième au niveau d'un moteur de recherche, c'est à optimisation égale, qui a fait le plus de travail pour obtenir cette optimisation. Et celui qui a fait le plus de travail, c'est celui qui a créé la plus grande diversité. Et c'est pareil pour le netlinking. Entre le premier et le deuxième, quand la force de linking est la même, celui qui passe devant, c'est celui qui a le plus de domaines référents. Mm. Parce que ça veut dire que son linking vient de plus de monde. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais, donc toujours Donc, la c'est diversité aussi bien dans le contenu que dans le linking. Intéressant. exactement.
Ok. Et je vais te dire un dernier truc, puisqu'on parle des scores, etc. Ouais. Parce qu'il y a un algo qui est encore plus méconnu que tous les autres au niveau des moteurs de recherche qui s'appelle le Transition Rank. C'est l'algo qui utilise le fait que le moteur est un mécanisme. Ce que fait le moteur, c'est que s'il soupçonne qu'une optimisation est trop forte ou a été faite vraiment de manière SEO, il commence par dégrader le classement d'une page, même si elle mérite d'être surclassée. Et D'accord. donc, quand on fait une grosse optimisation, si elle est vraiment très forte, par exemple Hmm. sur Yotex Guru, si on passe d'un 20% à un 60% alors que tout le monde a 30%, Ouais. et ben, pendant quelques jours, voire quelques semaines, on va être déclassé. C'est-à-dire que si on était 7e, on va passer 8-9e par exemple. D'accord. Si on rollback ces modifications, on Hmm. garde la place de 8e ou 9e, et donc on a perdu. Ouais. Si on ne fait rien, on revient. Ouais. Puis on monte, et on Ouais. atteint une meilleure place. Ouais. Mais ça peut prendre Un peu le jusqu'à... Il y a un fameux brevet yo-yo qui qu'on connaît dans Google, là. Ouais. et dans le brevet Ah, je connaissais qui pas décrit son cet nom, algo, Transition Rank. Je l'appelais un peu c'est ça. yo-yo, Il moi, y a mais un brevet, Transition c'est d'une Rank. personne qui s'appelle Ross Kenningstein chez Google. Et le brevet dit que dans les pires cas, c'est 90 jours la période d'attente. Ah ouais, ouais, quand même. Et oui. Oui, quand même, oui. Il faut être patient hein, quand on Mais, fait du SEO. mais là, je pense que c'est pour quelqu'un qui modifie toutes ses pages en passant d'un contenu de 100 mots à 2000 mots, Ouais, suroptimisé et avec du linking en plus. Voilà. ouais, ouais. Mais voilà, le moteur, comme ça, essaye de contrôler ce qui se passe. Ok. Bon, c'est pas mal tout ça. Alors, il y avait encore. Je voulais encore parler un peu de tes outils, alors dont un que je connais pas du tout, pour le coup. Profitons-en. Allons-y. Hein. Tu as des Ah, tout outils, à fait. t'as des outils, ils sont top et puis ils résolvent les problèmes des SEO. Donc, c'est le Moi, je moment suis là jusqu'à demain matin, il n'y a pas de problème. c'est le moment d'en profiter si tu as encore un peu de temps. Moi, il y en a un avec Bien lequel sûr. il y en a un avec lequel j'ai pas joué du tout, puis on en parlera un autre après et tu m'expliqueras un petit peu plus. Mais il y en a deux dont je voudrais qu'on parle. C'est Mindreader. Alors moi, je le connais pas du tout, j'ai jamais essayé. C'est quoi ça, Mindreader? Parce que rien que le nom, ça me plaît quand même. Alors, Mindreader, c'est vraiment aux US, c'est Answer the Public, je crois, qui fait ça. D'accord. C'est un outil qui restitue les. Alors nous, on l'a mis sous forme de questions, mais il n'y a pas que des questions, hein, ça restitue de la data Google et il y a de la data aussi de nos algos propriétaires. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des idées et on dit Mindreader. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un donne un sujet et on lui fournit les idées qu'il aurait dû avoir, qui sont dans son Ok. esprit, mais il ne sait pas. Bon, il y aura encore Ok. un nombre de choses là. Du coup, Euh, ouais, on reviendra un peu après là-dessus, mais d'accord. Ok. Mindreader, c'est un peu un Answer le public mode frère Perronnet, quoi. Ok. Voilà, en fait, mais pour juste, il y a les suggestions, il y a les PA et tout ça, et il Ouais. y a un mode qui s'appelle le mode Mindreader, où là, ça fournit des questions qui ne contiennent pas forcément les mots, parce qu'en fait, les suggestions, les PA, Ouais. Answer the Public et tout, ce que ça fait, c'est que ça fournit des questions qui contiennent les mots qui ont été tapés. Par exemple, Ouais, si tout on à tape fait. Harry Potter, ça va fournir, je sais pas, Ouais, ouais. qui est Harry Qui est Potter. Harry Potter? Quel est le Nous, copain d'Harry Potter, on a un etc. mode de Ouais. Mindreader. Quand on le met en route, quelqu'un qui tape Harry Potter, il verra quel est l'âge de Albus Dumbledore, par exemple. Ouais. Ok. Parce que c'est vraiment un sujet connexe. Donc là, on Oui. utilise un encodage vectoriel avec de la sémantique et tout. Ok, c'est top ça. Alors du coup, on va en parler juste un peu après de tout ça, parce qu'il y a un super enchaînement logique que je pense qu'on est nombreux à voir. Et je voulais juste qu'on évoque rapidement le keywords.gg quand même, puisqu'on en a encore Hum. parlé ensemble tous les deux. Tu m'as dit que ce n'est pas un outil pour les SEO. Alors du coup, moi, c'est vrai que tu m'avais dit ça, puis j'ai réfléchi un moment à ça, mais je me dis, mais finalement, il est pour qui cet outil alors? En fait, donc c'est ce qu'on appelle un extracteur de contexte, c'est-à-dire que l'exemple que je donne toujours, hein, quelqu'un tape couscous et puis ça lui fournit les mots merguez, semoule, harissa, etc. Donc ça fournit les mots auxquels on peut penser quand on pense à un sujet particulier, mais au niveau de l'être humain et pas du moteur. Donc c'est pas un attendu du moteur, c'est un attendu par rapport à la connaissance qu'on a des pensées humaines qui sont traduites dans des textes. Hein. Donc les gens écrivent des textes, et donc nous on analyse les textes pour essayer de trouver les relations que les gens font entre les objets. La seule différence, donc c'est un grand classique, les extracteurs de contexte, par rapport enfin, dans la littérature scientifique. BERT, l'algo de Google, c'est un extracteur de contexte, par exemple. C'est ça d'abord. Donc nous, ça c'est un qu'on fait nous, et la seule différence, c'est que la source de données qu'on lui donne, c'est bien sûr des textes écrits par des êtres humains, mais on ne prend que des textes qui performent dans les moteurs de recherche. Alors qu'est-ce que ça veut dire performer dans les moteurs de recherche? Pour nous, ça ne veut pas dire être premier sur une requête, ça veut dire générer du visiteur depuis le moteur, et ça peut être un texte, peut être positionné, peut n'avoir aucune première position, mais il peut avoir tellement de positions
8, 9, 10, qu'en fait, Mhm. il génère un plus gros trafic. Donc, Ouais. c'est ça pour nous le point clé. Donc, en fait, on a des textes qui sont performants et pas des textes qui sont bien positionnés. C'est pas la même chose pour nous. Ouais, OK, je vois où tu veux en venir. Donc en fait, c'est quand même un outil qui peut être, super pertinent, pour un rédacteur ou pour un e-commerçant, quoi, finalement? Tout à fait. Mais par contre, on ne peut jamais, il y a quelque chose, je ne pourrais jamais m'engager en disant si Ouais, tu utilises le contexte qu'il fournit, ça te donnera un meilleur positionnement pour une ouais, requête je comprends. particulière. Ça, c'est faux. Voilà. Ouais, Par tout contre, à est-ce que fait. ça te fournira un meilleur texte? Moi, je pense que oui. Ouais et du coup, Et on en par revient à contre, ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, celui qui va réussir peut-être bah, même si tu me dis que ça tu as pas de garantie, mais si tu as un texte plus diversifié, plus riche, tu vas monter en qualité, donc tu peux, espérer le, monter aussi, le, quoi. le meilleur usage, alors là, c'est vraiment pourquoi on a créé tous ces outils? Parce que nous, on a un pôle rédaction chez nous, Mmh. qui est tenu par notre sœur Lucie. Comment est-ce qu'on fait un texte qui performe vraiment? C'est le client choisit un titre. Ouais, Avec Mindreader, on choisit des sous-titres. ouais, Avec Your Text Guru, on crée un texte qui correspond à ça. Et avec oui, Keyword GG, on rajoute des notions supplémentaires pour faire la diversification. C'est le process qu'on a à ouais, l'interne. ouais, Et tout donc, à on a fait. créé les outils par C'est rapport ça, à hein. notre process. En fait, on avait des Alors, outils. ouais. Voilà. Alors du coup, bah, tu m'emmènes directement au point, suivant, parce que je vais sortir un petit peu mes accessoires. On était, pas mal, white hat jusqu'à OK. maintenant et puis, là quand même tu m'emmènes dans des choses un petit peu plus, black hat, jeune homme. Ouais. Puisque tu me dis, bah, en gros, j'ai Mindreader où tu me sors, des listes de à titres, voire de pages, hein, avec Your Text Guru, je peux générer des guides et même calculer des cocons sémantiques avec la distance. J'ai les mots, j'ai tout, avec tout ça, tu sais me créer des sites internet, de A à Z en totalement automatique, non? Ah oui, d'ailleurs, on va faire une formation bientôt à ça. Non, vraiment. Non, je rigole. Oui, on sait faire, on a testé. Faire des sites en auto qui génèrent du trafic, c'est pas très compliqué. Le problème, c'est qu'ils sont extrêmement déceptifs pour les êtres humains après. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, le problème, c'est le cheminement derrière. Aujourd'hui, on sait faire des textes qui passent au travers du moteur, qui peut classer premier d'ailleurs sur certaines requêtes. On avait fait des tests édifiants là-dessus, hein, mais avec des blocs de mots qui sont cohérents phrase par phrase ou petit paragraphe par petit paragraphe, mais qui n'ont pas d'angle tel qu'un être humain Mmh. l'attend. Donc, grosso modo, c'est des plateformes d'atterrissage et après, ce Mmh. qu'il faut, c'est faire partir les gens en cliquant sur un lien d'affiliation ou une pub, en fait. C'est ça le Ouais, truc. Donc, c'est le modèle vraiment Black Hat standard. ouais Aujourd'hui, il est automatisable de bout en bout pour quelqu'un qui et s'y connaît là-dedans et ça qui est peut être prêt à intéressant investir peut-être pour remonter des PBN aussi, des choses comme ça, non? des choses comme ça. Et par contre, il faut pas, le coût n'est pas anodin, hein. Bien sûr. Par contre, il faut pas, nous, les tests qu'on avait fait, par exemple, les gens qui viennent en formation chez nous, on leur montre, parce que on a les machines qui servent à ça, qui sont dans une salle, dans les bureaux. OK. C'est des machines avec des GPU qui sont empilés les uns dans les autres pour faire les calculs, hein. Ouais. Donc, il Ouais. n'y a pas, c'est technique, Ouais. mais c'est faisable aujourd'hui, tout à fait. Et par contre, la question, c'est est-ce que, pour l'instant, un moteur comme Google laisse faire, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'acteur vraiment qui le fait à grande échelle. Mmh. On sait très bien quand même ce qui se passe quand les gens commencent à industrialiser vraiment ces process et que ça commence vraiment à bien émerger. Bah, le moteur finit par siffler à un moment donné la fin de la récré parce que juste, c'est pas Ouais. possible pour lui. Ouais, tout à fait. Et déjà, on le voit, hein, il y a quand même déjà des méthodes de génération Black Hat, mais qui restent encore assez naïves, qui Mmh. fonctionnent. Ouais. Euh, à un moment donné, le moteur finira par tout carboniser. Ouais. Et c'est Ouais, faisable. toi, tu pas peur que dans le sens inverse, l'IA se mette à croire que la bouillie, c'est du vrai contenu, quoi? Non, 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 Non? parce que Mmh. en fait, le truc, c'est quelque part, hein, c'est amusant. Là, on se retrouve dans une situation qu'il y a eu un petit peu en 2003-2004 où certaines techniques spammy commençaient à être vraiment trop visibles et commençaient à dégrader le moteur. Donc, il va y avoir un retour comme ça. Moi, j'appelle ça la malédiction du don de l'intelligence artificielle à tous par les GAFA. En fait, ils ont donné les outils Mmh. qu'utilisent les gens qui. Voilà. Et donc, pour l'instant, il va y avoir un moment donné, les gens vont se les approprier, vont tout mettre en place. Le moteur va avoir une latence de 3, 4, 5 mois pour mettre en place des contre-mesures, mais ça ne durera pas plus. Par contre, les gens qui maîtrisent ces techniques vont avoir peut-être un Eldorado de quelques mois à un moment Mmh. donné, et il faudra savoir saisir sa chance parce qu'en 2003-2004, il y en a qui l'ont fait, et voilà. Et donc, Je regrette pas de l'avoir fait. voilà. C'est exactement ça. Et donc là, on va se retrouver dans la même situation, mais le moteur finira toujours par gagner parce que la puissance de calcul est de son côté.
OK. Et il y a un truc qu'il faut voir, par exemple, c'est que les gens parlent beaucoup, hein, j'ai des copains là qui proposent même, ils en parlent en formation, en conf, etc., d'utiliser des modèles comme Fastext ou BERT ou GPT-2 pour Oui, générer du contenu. tout à fait, ouais. Ces modèles, ils ont été fabriqués par Facebook, par Google, etc. Donc, si on ne refait pas Mmh. son propre modèle, Mmh. forcément, le moteur sait détecter Oui, le tout à fait, contenu bien sorti sûr. de son modèle. Il connaît les caractéristiques Oui, tout à statistiques de fait. son modèle que nous, on ne connaît pas. Par contre, quelqu'un qui régénère ses propres modèles, ça passe. Combien ça coûte de régénérer un modèle? Bah, les gens, s'ils veulent savoir, ils vont voir Keyword GG, il y a un pricing pour Mmh. ce qu'on appelle les modèles personnalisés. Je crois qu'on a mis ça genre à 30 000 €, un truc comme ça. Bah, c'est le coût d'entraînement Mmh. d'un modèle, mais c'est vraiment le coût, c'est-à-dire les Ouais, machines, tout à fait. l'électricité et tout. Et Ouais, donc, c'est super donc intéressant c'est pas de gratuit. ramener ça à une vraie valeur, Tout à fait, oui, oui. Oui, parce marchande. que Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment les, intéressant. les gens rêvent de ça, mais il faut Ouais, savoir que le faire bien, c'est pas gratuit. Voilà. ouais, tout à fait. Oui, oui, puis c'est une très bonne, très juste remarque que tu disais. Si on utilise leurs outils à eux, forcément, ben, on se met un panneau au milieu du front, c'est C'est logique, ça. quoi. Ouais. Il y a pas de miracle, quoi. Donc derrière, recréer ces outils-là, bah, c'est de l'apprentissage, c'est de la recherche et développement, c'est plein de choses, quoi. Donc forcément, c'est Ouais. un beau Et, billet. et en fait, une boîte qui a les moyens, je ne sais pas si les gens en vaut la chandelle par rapport à développer une activité. Parce que si on compte les coûts humains, etc., si on dit que c'est 100 000 euros, 100 000 euros, Ouais. on en fait des choses, hein. C'est ça, oui, oui, oui. Ouais, donc ouais. Donc la logique, ça reste d'utiliser ces outils comme des assistants, Oui, d'avoir, des idées si on les avait pas eues nous-mêmes, d'avoir les mots-clés à utiliser et de finaliser avec une rédaction, humaine, naturelle, riche et efficace. OK, oui, tout à fait. super. Eh beh, écoute, je reprends un petit peu les notes qu'on avait, préparées ensemble. Je pense on a à petit peu près, on a à peu près vu tout ce dont on avait discuté en préparation. Je sais pas s'il y a des choses que tu penses qu'on aurait oubliées, dont tu aurais envie Ben, de moi, je veux bien reparler un parler, petit mais peu? non, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des informations particulières que je voulais donner sur le moteur? Euh, non, je crois pas trop. Euh, non, et le corollaire de toutes les algos, hein, qu'il y a aujourd'hui modernes avec l'intelligence artificielle, c'est que le moteur a une très forte variabilité. Mmh. Moi, j'enjoins les SEO à rester calmes, hein. Ça sert à rien de rester debout toute la nuit parce que le soir, il y a des Mmh. modifs. Parce qu'en fait, les algos ont une telle variabilité aujourd'hui que bah, si la modif est malheureuse, le lendemain matin sera revenu comme avant. Et puis sinon, bah, de toute façon, c'est pas pendant la nuit qu'on résoudra le problème. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut rester calme. En ce moment, le Ouais, moteur rame beaucoup, hein. Il y a beaucoup de ouais, problèmes, notamment d'indexation et tout. oui, mmh, Les gens, il y a beaucoup comment dire, d'hypothèses sur pourquoi. Il y a une hypothèse qui est extrêmement probable, hein, qui est le déploiement de tous les algos de machine learning. C'est pas anodin. Il y a des charges machines, des goulots d'étranglement qui se créent, et on ne sait vraiment ce qui se passe à ce niveau-là que quand on passe en prod, hein. Même si on a beau mmh, tester et tester, retester, mmh. un jour on Oui, passe bien en sûr. prod, et quand on passe en prod, on passe de centaines de millions d'accès à des milliards, et donc tout change. Et donc pour moi, c'est plutôt des modifications actuelles liées aux nouveaux algos mis en place, hein, qu'on voit, Mmh. et notamment au niveau de l'indexation. Moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de dégradation lente. Les algos de machine learning, ils mettent du temps à calculer la data. Et si, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais le crawler, avant d'indexer, il fait un certain nombre de traitements. Donc si l'algo n'a pas le temps de faire les traitements pendant la boucle d'indexation, eh ben, les trucs sont mis dans un index, mais ne sont pas présentés en résultat, puisqu'ils n'ont pas encore été qualifiés, ils passent dans une liste d'attente. D'accord. Donc ça fait partie des grands classiques de pourquoi quelque chose peut n'être pas présenté, alors même qu'il aurait dû l'être. OK. Tiens, et ça me fait penser à un sujet, hem, je sais pas si enfin, comment tu peux expliquer simplement de ton côté, la notion de alors je sais comment ils appellent ça? Index primaire, index secondaire ou primaire complémentaire? C'est quoi le c'est j'ai jamais Voilà, les noms, moi, personnellement, je dis primaire et secondaire. primaire, secondaire, ouais. Voilà. Alors déjà, la réalité, c'est qu'il n'existe pas d'index au niveau d'un moteur de recherche, hein. Le moteur, c'est non, non, mais c'est beaucoup de bases de données simultanément. Ouais, Et ce qu'on appelle, nous, l'index, c'est l'ensemble des classements que fournit le moteur, en fait. ouais, Et donc, oui, index primaire, ça mérite d'être classé et visible. Index secondaire, ça mérite d'être classé, mais c'est invisible, grosso modo. OK. Mais en pratique, pour ça, il y a beaucoup plus de pages qui sont dans la base de données.
Par Mmh. exemple, aujourd'hui, Google, la dernière fois qu'ils avaient communiqué dessus, ils parlaient de 30 000 milliards de pages, mais ils ne présentent pas 30 000 milliards de pages dans ce que je vais appeler l'index, Mmh. parce que ça n'a aucun sens. Les gens de chez Yahoo, par exemple, à peu près au même moment, avaient montré qu'avec, je ne sais plus, genre 20 ou 30 milliards de pages, on répondait à 85% des requêtes. Mmh. Donc, on peut parier qu'avec, je sais pas, 1000 milliards, on répond à tout le monde. Pas avec 30 000 milliards, c'est Mmh. inutile. Mais pour connaître ces 1000 milliards qui sont intéressants, en fait, le moteur en connaît beaucoup plus de fait. Ouais, Et tout donc, à c'est pour fait. ça qu'il y a différentes notions d'index et notamment, après, on sait qu'index secondaire, typiquement, c'est dire qu'on va avoir beaucoup de contenu qui est en near duplicate, quasi-duplication, donc du contenu qui répond déjà à des besoins informationnels, enfin, qui répond à des besoins informationnels qui sont déjà très bien répondus, Mmh. c'est répondu, comme on dirait Mmh. aujourd'hui, par des pages qui sont déjà bien implantées dans l'index principal OK. ou primaire, selon comment on veut dire. Ouais. Donc c'est uniquement ça. Et donc, ce qui fait qu'on est en index secondaire pour une page, c'est vraiment quelque part la pauvreté de son contenu en termes de valeur ajoutée par rapport à d'autres pages qui sont déjà dans l'index principal. Donc ça peut se voir au niveau d'un même site, mais ça peut se voir entre sites différents aussi. Mmh. Typiquement, quand quelqu'un fait une copie de Wikipédia, Ouais. il y a des gens qui le font, la copie est 100% en index secondaire. Mmh. Et comment on s'en rend compte? C'est que si d'un seul coup, une page est supprimée de Wikipédia, la page qui est dans la copie, elle repasse dans l'index OK. principal. Et, D'accord. OK. et donc, alors, moi, comment on s'en est rendu compte? Il y a une histoire, c'est qu'il se trouve qu'il y a un SEO qui avait fait une page pour moi, enfin à mon nom, pas pour moi, mais qui avait fait une page parlant de moi dans Wikipédia, qui Mmh. naturellement a fini par disparaître de Wikipédia. Et quand elle a disparu, eh bien, la page qui était dans une copie qui a été faite est Et à remontée. remonter. OK. Ah, tu Voilà. raison. Et donc, ça permet de voir, en fait, là c'est l'exemple typique de l'index primaire versus secondaire. OK. Bon, top. Super. Ben, voilà. Écoute, ouais, moi, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, je trouvais ça vraiment très, très bien. Il y a plein de choses, alors moi, déjà que moi, j'ai découvert et je pense qu'il y a plein de choses que, en effet, beaucoup de gens, que ce soit des SEO ou des e-commerçants vont découvrir parce qu'il y a, tu nous as parlé de plein de choses. Je pense qu'il faut bien garder en tête, on a un peu commencé par ça, mais le côté humain, Tout à du fait. moteur de recherche, finalement. C'est le fait que voilà, ça reste de la qualité, humaine, avant tout et ça, c'est important et après, voilà, tu nous as parlé de vraiment beaucoup de choses. Il y a des choses très, très intéressantes. Moi, j'invite les gens à tester, tes outils parce que, moi, je les Moi aussi. utilise, alors, intensément, non, mais j'utilise sur Textguru à chaque fois que j'en ai besoin et j'adore. J'avais testé Keyword GG, j'avais pas encore, bien vu dans le détail l'utilité, mais tu vois, ce que tu m'as dit aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir un peu plus de vision. Alors je crois qu'il faut, de mémoire, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il faut aller faire un petit bout de programme en R quand même. C'était ça dans Keyboard GG, c'est toujours le cas ou? Maintenant, Bah, il y tu a filais une. tout, je crois, même à l'époque, mais Ouais, ouais, on donne tout ce qu'il faut. Et puis, il il y y a a un une onglet IHM moteur de maintenant? recherche D'accord. maintenant. OK, top. Et bientôt, il y aura un onglet pour faire du clustering de mots-clés avec. Génial. Mais enfin, oui, remarque, si, c'est vrai que ça c'est utile au SEO. Mais bon, Bah, oui. voilà, c'est tout à fait. OK et ben écoute, je vais te dire un très grand merci parce que vraiment c'était C'est très, très important. riche. Moi j'invite vraiment, les gens à le voir et à le revoir, je pense, parce qu'il y a des choses qu'on peut, choper, au premier passage, puis je pense qu'il y a des choses qu'on peut approfondir par la suite. Donc c'était vraiment très, très sympa. Vraiment un grand merci de m'avoir accordé, 7h30, 1 heure et demie, tu vois? On se posait la question combien de temps on allait durer, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a pas eu pour moi, il y avait pas de temps mort, c'était bien riche, bien pertinent. J'ai adoré te voir dans la jungle comme ça pendant 1 heure et demie, donc c'était chouette. Merci, énormément. Je sais pas si tu veux, un petit mot de la fin pour conclure peut-être? Bah, juste pour te remercier, surtout, de m'avoir accueilli, c'est très gentil. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir écoutés pendant 1 heure et demie alors. Jusqu'à la fin. C'est du moins sympa, jusqu'à la fin. Et puis, sinon, moi, je souhaite bon courage à tous pour faire du meilleur SEO. Voilà. Eh ben, c'est top. Très Merci bien. encore, Sylvain et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de choses plus précises. Là, c'était une vision un peu macroscopique, mais si un jour tu as envie de venir nous présenter quelque chose, dans le détail, ça sera avec vraiment très grand plaisir et puis, j'espère qu'on pourra se recroiser, dans la vraie vie un de ces jours, qu'on aura le droit de refaire C'est des sûr. voyages et qu'on pourra, se voir pour de vrai puisque on s'est, finalement jamais vraiment contacté en réel donc, ça sera un vrai plaisir pour moi.
Merci à Super. toi et pour tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.